Dites-moi si ça fait mal, dit le dentiste avant de plonger la main dans votre bouche avec une pince pour remettre vos dents de devant en place. Visiblement, vos cris n'expriment pas assez votre douleur puisqu'il continue de tirer. Après de longues heures de chirurgie buccale, vous attendez devant le cabinet du dentiste en envoyant des messages à un ami. « Allez, montre-moi, ça ne doit pas être si grave », lit-on dans le message de votre ami. Vous hésitez à lui envoyer une photo, car vous avez un béguin pour elle et ne voulez pas qu'elle vous voie ainsi. Mais après qu'elle vous le redemande, vous décidez de prendre un selfie rapide et de le lui envoyer. Quoi qu'il en soit, vous prenez une photo de votre bouche et de votre mâchoire abîmée. Le fouillis de fil semble avoir été posé à la hâte pour redresser vos dents tordues avec des amas d'époxy rapide, donnant l'aspect d'une prothèse de film d'horreur à petit budget. Vous envoyez le message et attendez. Vous regardez les points apparaître qui indiquent qu'elle est en train d'écrire une réponse, puis vous les voyez disparaître sans qu'elle ne réponde. Vous remettez tristement le téléphone dans votre poche et commencez à vous éloigner. Alors que vous rentrez chez vous, la tête basse de honte, vous gardez la bouche fermée. Vous ne voulez pas que les passants voient votre transformation. Vous décidez de faire un détour par le parc pour éviter autant de monde que possible, et en marchant, vous choisissez de vous arrêter à une table de pique-nique près d'un petit étang. Assis à table, vous observez les canards s'agiter sur l'eau. Vous pensez que les canards ont de la chance. Ils ne risquent jamais de se faire casser les dents par une balle de baseball et de ressembler à un monstre. Les canards s'éloignent soudain de votre côté de l'étang, puis s'envolent et partent. Vous avez l'impression qu'ils essaient de fuir quelque chose. Alors vous vous retournez, mais il n'y a rien derrière vous. Oh, ça doit être moi, pensez-vous. Mais ensuite, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose derrière vous et vous vous retournez de nouveau. Pourtant, il n'y a toujours rien, il n'y a que vous, la table de pique-nique et l'étang vide. Vous vous retournez pour regarder l'eau calme, mais vous n'arrivez pas à vous défaire de l'impression que quelqu'un se trouve derrière vous et vous vous retournez de nouveau. « Bonjour, il y a quelqu'un » vous demandez sans réponse. Vous vous retournez vers l'étang, criez de terreur face à la chose devant vous, puis tombez derrière la table de pique-nique. Vous vous relevez et partez sans chercher à savoir ce qu'est cette chose. Vous courez aussi vite que possible, mais il vous poursuit aussitôt. Vous sortez instinctivement votre téléphone pour photographier ce qui est derrière vous. Vous savez que personne ne vous croira et souhaitez une preuve de cette chose. Vous parvenez à prendre quelques photos, mais vous entendez la créature se rapprocher de vous. Vous criez, votre bouche vous fait mal. Courir sitôt après l'opération fait bouger vos dents abîmées, la douleur est intense. Vous avez l'impression que votre bouche est remplie de pierres tranchantes, mais vous sentez que ce sont vos dents qui poussent et transpercent l'intérieur de votre bouche. Vous prenez une dernière photo avant que la créature ne vous saute dessus, vous projetant au sol et faisant tomber votre téléphone. Le lendemain matin, la police a établi un périmètre dans le parc. Le détective arrive et passe devant le jogger à l'air traumatisé, qui doit être celui qui a découvert la scène macabre. Un agent soulève le ruban de police pour laisser entrer le détective sur la scène de crime, où un corps est sous un drap blanc. Le détective demande à l'agent s'ils ont trouvé quelque chose. L'agent lui tend alors un sac plastique avec un téléphone portable sale. Le détective enfile un gant en latex et sort le téléphone du sac. L'écran est fissuré, mais il fonctionne encore. Il y a de nombreux messages à l'écran qui semblent provenir de quelqu'un. Ils essaient de s'excuser de ne pas avoir répondu plus tôt et demandent où se trouve le propriétaire du téléphone. S'ils sont en colère contre elle, le détective ouvre l'appareil photo du téléphone et consulte les dernières photos. C'est une série de photos étranges, apparemment des selfies pris en courant dans le parc par un jeune homme. On dirait qu'il y a une silhouette derrière lui, mais c'est difficile à dire. Une vignette blanche et brumeuse apparaît sur les photos, s'accentuant progressivement jusqu'à ce que la dernière soit un écran flou, laiteux et blanc. Le détective retourne le téléphone et regarde l'objectif, que l'on voit complètement recouvert d'une substance blanche et dure. Le détective remet le téléphone dans le sac de preuves et s'agenouille à côté du corps. Le policier détourne le regard, il a déjà vu la victime et n'a pas besoin de la revoir. Le détective abaisse le drap, révélant un spectacle choquant. La bouche du garçon est un chaos de dents, bien trop nombreuses. Des dents poussent partout sur ses gencives à des angles horribles, remplissant sa bouche et dépassant de façon douloureusement étrange. Qui aurait pu faire ça? Qu'est-ce qui aurait pu faire ça? Le service de police local n'avait peut-être aucune idée de ce que signifiait l'état de cette victime, mais la fondation SCP, elle, le savait, car elle avait déjà vu ce phénomène des dizaines de fois auparavant. En fait, ils l'avaient vu se produire si souvent. Ils avaient classé cette entité anormale sous le nom de SCP-4910, mais elle avait déjà gagné un surnom bien plus inquiétant au sein de la Fondation. Elle était connue sous le nom du Souriant.
On sait très peu de choses sur SCP-4910, et les témoignages oculaires concernant la créature sont tous extrêmement brefs, car ceux qui ont interagi avec elle succombent rapidement à ses effets. Ce que l'on sait, c'est que SCP-4910 est un quadrupède et semble être composé partiellement, voire entièrement, de dents. Ceux qui rencontrent SCP-4910 subissent rapidement son principal effet anormal, à savoir qu'il provoque une surproduction extrêmement rapide de dents dans la bouche de ses victimes. Les dents présentes vont vite grandir, dépassant largement les gencives, tandis que de nouvelles pousseront dans tous les espaces de la bouche, y compris le palais et sous la langue. Ces dents rempliront toute la bouche, empêchant presque aussitôt la victime de parler ou d'émettre un son. La créature saisira cette occasion pour attaquer et neutraliser la victime avant de se nourrir. En outre, le mystère de l'apparence du SCP-4910 s'accentue en raison de son effet sur les équipements d'enregistrement proches. Les caméras et autres dispositifs qui s'approchent du SCP-4910 verront leurs composants essentiels endommagés par l'apparition soudaine d'une couche de dentine, qui est la matière calcinée constituant en partie les dents. Fait intéressant, le SCP-4910 semble posséder un certain niveau d'intelligence, car il paraît capable de différencier les civils ordinaires, qu'il chasse pour se nourrir, des membres d'organisations qui cherchent à le traquer, le contenir ou lui nuire, et qui l'utilisent à des fins encore plus néfastes. Bien que les mécanismes exacts restent flous, il semble que le SCP-4910 soit capable d'infecter certains membres d'organisations anormales avec sa capacité, les transformant en vecteurs de l'effet qui le propagent ensuite à encore plus de victimes. Cet effet inquiète fortement la Fondation, qui a établi en urgence des protocoles de confinement pour les victimes. Si un membre du personnel commence à arborer un sourire avec trop de dents ou plusieurs sourires remplis de dents, il doit être immédiatement immobilisé par tous les moyens nécessaires, de préférence avec une arme à feu permettant de garder une distance appropriée et, espérons-le, d'empêcher toute propagation supplémentaire de l'effet. L'individu infecté doit ensuite être aspergé d'un composé chimique à base d'acide chlorhydrique qui réduira la personne atteinte à une substance semblable à de la pulpe. Une fois la pulpe inerte, elle peut être envoyée à l'incinération la plus proche pour élimination. Si un membre du personnel entre en contact avec SCP-4910 et pense avoir été exposé à ces effets anormaux, il peut être sauvé en prenant des mesures médicales immédiates. La chirurgie buccale pour retirer les dents supplémentaires est efficace lorsqu'elle est pratiquée. Dans les 2 premières heures après l'exposition, la victime subira des séquelles physiques permanentes et irréversibles. Après 3 heures, l'effet se sera propagé au reste du corps avec des dents apparaissant pratiquement partout. Malheureusement, si l'infection atteint ce stade, la gestion de la douleur est inefficace. Rien ne peut soulager la souffrance, sauf la mise à mort. SCP-4910 reste en liberté et a reçu la classification Keter. La force d'intervention mobile Epsilon, alias Turfing Black, est la seule FIM autorisée à intervenir lors d'observations, avec permission d'engager la créature et d'utiliser la force létale si besoin, vu le danger que cette anomalie pose à la Fondation SCP. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-745 les phares, pour découvrir une créature prédatrice à la méthode de chasse unique. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer, alors que nous explorons toujours plus les archives secrètes de la Fondation SCP. Dans un sommeil paisible, du sang commence à s'écouler de la bouche de la femme. Ses dents, elles bougent. Elle rampe hors des trous dans ses gencives. Quelque chose les arrache-t-il ou se libère-t-elle seule? C'était censé être un samedi après-midi ensoleillé, chaud et doux, sans le moindre nuage dans le ciel. Au lieu de cela, une tempête est arrivée, rendant le ciel gris et épais, avec de sombres nuages qui ont noyé la ville sous un torrent de pluie. La jeune femme a dû renoncer à la plage et conduit sous la pluie, cherchant comment sauver sa journée. Quelle bonne activité faire en intérieur? Elle pourrait aller à la bibliothèque choisir un livre, mais elle peut le faire n'importe quand. Cette journée devait être spéciale, une récompense après une semaine très stressante au travail. Comme pour répondre à sa demande silencieuse d'une activité par temps de pluie, elle aperçoit l'enseigne du cinéma du quartier, une projection spéciale de Willy Wonka et la chocolaterie. Aller voir un film est idéal pour attendre la fin de la pluie, d'autant plus qu'il passe l'un de ses films d'enfance préférés. Une vague chaleureuse de nostalgie l'envahit et elle entre sur le parking. La séance commence à 14h et il est actuellement 13h50. Parfait, les choses s'annoncent vraiment bien.
Elle gare sa voiture et pousse la porte du cinéma. Lorsqu'elle franchit le seuil, elle passe de la journée morose et pluvieuse à l'extérieur à un paradis de douceur sucrée. Le cinéma a vraiment mis le paquet avec ses décorations pour la projection spéciale, et ça se voit, d'énormes sucettes arc-en-ciel frôlent le plafond. Une arche de ballon façon Gobstoppers et une fontaine de chocolat sont installées près de la machine à pop-corn. Bien sûr, il y avait du chocolat. Willy Wonka n'oublierait jamais le chocolat à un événement. La femme s'approche du comptoir où un employé souriant déguisé en Oompa Loompa l'accueille. Elle est déjà là. Pourquoi ne pas se faire plaisir? Elle achète un billet, du pop-corn, des bonbons à la gelée, une grande limonade et une tablette de chocolat. La journée s'améliore nettement. Le film, aussi savoureux qu'elle s'en souvenait, mêle fantaisie et comédie noire, et les friandises rendent l'expérience encore meilleure. En retirant un bonbon coincé entre ses dents, elle ressent une légère douleur sourde. Mieux vaut utiliser le fil dentaire plus tard, elle ne veut pas de caries maintenant. Après le film, elle jette les restes de son festin à la poubelle et rentre chez elle. La pluie s'est arrêtée et le soleil pointe à nouveau entre les nuages. C'était un agréable après-midi au cinéma, parfait pour sauver la journée de la tempête. La femme n'y pense pas beaucoup plus pour le reste du week-end, mais lorsqu'elle se réveille le lundi matin, quelque chose lui semble étrange. La petite douleur dentaire ressentie au cinéma s'est aggravée. Au milieu de la semaine, au moins 6 de ses dents la lancent en permanence. Les antalgiques aident à réduire un peu la douleur, mais la sensation de pression à l'intérieur des dents persiste et reste très inconfortable. Elle appelle son dentiste, mais il n'a pas de place avant la semaine prochaine. Pour l'instant, elle doit faire avec, même si c'est désagréable. Le reste de la semaine passe dans un brouillard de douleurs dentaires, et vendredi soir, alors qu'elle se brosse les dents douloureuses, la femme remarque quelque chose d'inquiétant. Une de ses canines de devant paraît fêlée. Comment l'a-t-elle cassée? Elle n'a rien mangé de dur cette semaine. Elle a pris le plus grand soin de ses dents. Mais une inspection plus attentive révèle qu'en effet, l'émail est fissuré. On dirait qu'elle n'a pas cassé la dent de l'extérieur, mais plutôt que quelque chose pousse de l'intérieur. Elle frissonne et se rappelle que le dentiste pourra s'en occuper lundi. Elle doit juste tenir le coup jusqu'au week-end et tout ira bien. À un moment donné, alors qu'elle rumine ses problèmes de dents, elle finit par sombrer dans un sommeil agité. Le lendemain matin, elle se réveille dans un état de soulagement surprenant. La douleur a disparu. Elle s'assoit dans son lit, s'étire et bâille. Elle aperçoit son reflet dans le miroir en face de son lit, puis se fige sur place. Si elle ne sent plus la douleur à sa dent, c'est parce que ses dents ont disparu. Pas toutes, mais 6 dents, celles qui lui faisaient mal toute la semaine, ont disparu. Sont-elles tombées? Dans son sommeil, elle enlève les draps de son lit, les secoue, cherchant le moindre signe des dents disparues. Rien. Elle a l'impression de devenir folle. Les dents ne peuvent pas simplement disparaître comme ça. Mais où ont-elles bien pu aller? Les a-t-elle avalées? Son esprit s'emballe alors qu'elle tente d'expliquer l'inexplicable. Attends, elle peut découvrir ce qui s'est passé la nuit dernière grâce à la caméra de sécurité installée dans sa chambre il y a 1 an qu'elle avait presque oublié. Quand une ancienne colocataire empruntait ses vêtements sans demander, elle ne s'en débarrassait jamais. Remplie de gratitude envers son passé, elle ouvre l'application vidéo sur son téléphone et choisit le dossier de la nuit dernière. Elle parcourt les enregistrements, voyant plusieurs heures de son corps endormi se tourner et se retourner dans le lit. Puis, dans la vidéo, sa bouche s'ouvre. Elle regarde attentivement, ses yeux s'écarquillent alors qu'elle essaie de comprendre ce qui va suivre. Sur l'écran de son téléphone, aussi clairement que possible, elle peut voir des dents sortir de sa bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'entre elles rampent sur son visage, descendent le long de son cou, traversent la couverture et montent sur sa table de chevet. Cela aurait suffi à la faire douter de tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde, mais la vidéo continue de tourner. Les dents courent autour de sa table de chevet, puis sur son bureau, ramassant des trombones, un élastique à cheveux, des post-it de couleur vive, une épingle de sûreté, un bout de ficelle et une barrette. Avec leurs objets choisis, les dents descendent du bureau, traversent la moquette et sortent par la porte de sa chambre. Comment se déplace-t-elle? Elle marche sur ce qui ressemble à de petites vrilles, mais elle ne comprend pas d'où elles viennent, ces petites vrilles. En passant à travers les fissures de ses dents, elle frissonne à l'idée que, pendant qu'elle dormait, ses dents ont pris vie et se sont échappées. Où sont-elles allées ensuite? Sont-elles toujours dans son appartement?
D'une main tremblante, elle ouvre la porte de sa chambre et regarde dehors. Elle s'attend à moitié à voir les dents encore dans le couloir, mais quand elle vérifie, il n'y a rien. Elle inspecte tout son appartement sans savoir quoi faire si elle trouve les dents. Les créatures qu'elles sont devenues, peut-être essayer de les capturer et de les emmener chez le dentiste, mais cela n'a pas d'importance. Sa recherche est inutile. Elles sont parties depuis longtemps. Le seul indice de leur présence est une légère tache de sang sur la taie d'oreiller, le drap et la moquette. C'est une quantité si minime qu'elle ne l'aurait pas remarquée sans la chercher. Que faire maintenant? Elle est assise ici, 6 dents en moins, ignorant où elles sont et ce qu'elle doit faire. Comment pourrait-elle commencer à expliquer tout cela à qui que ce soit? Elle ne le peut pas, elle s'en rend compte. Alors, après avoir pris un moment pour peser ses options, elle supprime les images de vidéosurveillance et laisse un message vocal à son dentiste, lui disant que c'est une urgence. Elle leur dit avoir perdu des dents dans un accident. Quant à la vérité, nul besoin de la révéler. Elle ne saurait même pas par où commencer si elle décidait d'essayer de raconter à quelqu'un ce qui s'est passé. Mieux vaut simplement essayer d'oublier, faire réparer ses dents et tenter d'aller de l'avant. Plus tard dans la nuit, de retour au cinéma, l'Oompa Loompa du stand de confiserie range après la fin de son service. La série limitée de projections spéciales de Willy Wonka est terminée, et il est temps de ranger toute la décoration de la chocolaterie dans ses boîtes respectives et d'éteindre la fontaine à chocolat. Elle démonte les sucettes géantes, dégonfle les ballons en forme de dragée et nettoie le chocolat qui a coulé sur le comptoir. Autant en profiter pour grignoter des bonbons et utiliser le sucre pour accélérer le travail. Cela aide, mais il reste beaucoup à faire pour un seul employé dans ce cinéma sous-effectif. Quand elle a terminé, il fait nuit dehors. Il est temps de ranger ses affaires, d'enlever ce maquillage orange et de rentrer chez elle. En passant par la porte de derrière, un frisson lui parcourt l'échine. Quel est ce bruit? On dirait des grattements et des raclements à l'intérieur du mur derrière elle. Elle se retourne, cherchant un animal caché là, mais elle ne voit rien. C'est peut-être une souris. Alors qu'elle va rejoindre sa voiture, elle voit un éclair de lumière reflété sur un objet métallique et brillant. Pendant tout ce temps, le bruit continue, ce drôle de grattement et de raclement. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une sorte de chose inconnue dans les murs du théâtre, ou entre les murs des deux bâtiments, du moins. Sa curiosité l'emporte, et elle se retrouve à y céder. Quoi qu'il y ait là-dedans, elle doit voir ce que ça pourrait être. Elle s'approche à pas de loup de la fissure entre le théâtre et le bâtiment voisin, puis regarde dans l'obscurité. Elle n'arrive pas vraiment à distinguer ce qu'elle voit là-dedans, mais il y a une sorte de forme, comme une petite boîte, et elle peut voir du mouvement dans les ombres. Qu'est-ce que c'est? Elle sort son téléphone et s'apprête à activer la fonction lampe-torche quand soudain la fissure s'illumine sous la lueur de minuscules projecteurs. Non, des mini-lampes de poche, comme celles sur un porte-clés. Elles sont alignées et allumées simultanément pour éclairer la structure devant eux. Maintenant, elle peut voir ce que c'est, mais l'observer de près ne la rend pas moins confuse. En fait, c'est encore plus déroutant qu'avant. La structure est maintenant visible, une masse torsadée de nerfs et de vaisseaux sanguins enroulés et tressés ensemble pour former une plateforme. Si elle ne savait pas mieux, elle dirait que cela ressemble à une scène. Oui, ça ressemble à une scène. Et sur cette scène, construite à partir d'un mélange de déchets, de ficelles, de bouts de tissu, de boutons et d'autres objets divers, il y a un décor. Des trombones arborent fièrement des boutons colorés à leurs extrémités. Ils ressemblent d'abord à de grandes sucettes installées par le cinéma pour les projections. Et là, au centre de la scène, un long ruban marron est tendu. Pour reproduire la rivière de chocolat du film, un bateau en papier aluminium garni de nerfs et vaisseaux sanguins vogue sur la rivière. L'employée a été tellement stupéfaite par la vue du décor et de la scène de fortune qu'elle n'a même pas remarqué les acteurs sur la scène. En réalisant cela, elle étouffe un cri en se couvrant la bouche. La scène et le décor sont absolument couverts de dents humaines, qui bougent et montent un spectacle sur le bateau. Une dent, habillée d'une veste violette et d'un haut de forme orange, il guide un groupe de touristes, d'autres dents déguisées en enfants et gardiens de Willy Wonka. Elle lance l'appareil photo sur son téléphone, le dirige vers la scène étrange et commence à filmer. Sinon, personne ne croira ce qu'elle a vu ici. Puis, incapable de faire quoi que ce soit d'autre, elle regarde le spectacle. Une dent, particulièrement ronde, est aspirée dans un tuyau sortant de la rivière de chocolat, avec l'aide d'effets pratiques provenant des nerfs. L'employée se retrouve assise par terre, continuant d'enregistrer le spectacle.
Elle éclate de rire en voyant une dent sortir des coulisses, peinte en bleu et enveloppée de tissu bleu pour la rendre plus grande et plus ronde. Non, pas bleu-violet, ça devient violet. Ensuite, une dent rétrécie quitte la scène et laisse derrière elle une minuscule fausse dent à sa place. Entre chaque transformation, un autre enfant quittant la visite de la chocolaterie, un groupe de dents peintes en orange, sort pour exécuter un numéro de danse. Au début, l'employé s'attend à ce qu'elle chante aussi des chansons de désapprobation, mais il se rend vite compte que ces dents n'ont pas de bouche à elles et ne peuvent donc pas chanter. C'est vraiment impressionnant. Dans la scène de la boisson gazeuse, Charlie et grand-père Joe s'envolent, grâce à des tendons nerveux, vers un ventilateur, fabriqué avec des épingles de sûreté et du papier aluminium. C'est assez tendu à regarder, et avec un vrai siège, l'employé serait assise au bord. Ensuite, le spectacle s'achève, et un public, plein de dents qu'elle n'avait pas remarquées avant, se lève et frappe ses tentacules dans un tonnerre d'applaudissements. C'est la chose la plus étrange qu'elle ait jamais vue de sa vie, mais elle ne peut pas nier que c'était divertissant. Les dents rangent alors le décor, démontent les éléments et les cachent dans l'obscurité. Une fois le décor démonté, elles disparaissent toutes hors de vue, et c'est terminé. L'employé rentre chez lui sous le choc, incertain de ce qu'il doit faire ensuite. Elle finit par décider de mettre la vidéo en ligne, en la titrant « Willy Wonka, interprété par Teeth ». Le lendemain, la vidéo atteint quelques milliers de vues et reçoit des commentaires sceptiques. Le jour suivant, elle est signalée pour atteinte aux droits d'auteur et supprimée d'Internet. Tant pis pour le message sur les dents. L'employé n'oublie jamais ce qu'elle a vu, mais renonce à en parler aux gens. Cette pièce de théâtre basée sur les dents ne reste plus qu'un souvenir pour elle. Pendant ce temps, les dentistes locaux commencent à remarquer un certain schéma. Tous ceux qui ont assisté aux projections de Willy Wonka dans ce cinéma en particulier ont eu des problèmes dentaires, suivis d'une perte soudaine et inexpliquée de leurs dents. C'est une tendance tellement inquiétante qu'elle attire l'attention de la fondation SCP, qui commence une enquête approfondie. Après un certain temps d'enquête, il désigne le phénomène sous le nom de SCP-3827. SCP-3827 est un phénomène cognito-hasard qui est connu pour affecter certaines salles de cinéma à travers les États-Unis. Les membres du public dans les salles touchées par SCP-3827 feront plus tard un rapport. Des taux statistiquement inhabituels de problèmes dentaires, y compris, mais sans s'y limiter, la gingivite, la pulpite et la dégradation de l'émail dentaire. On ne sait pas exactement ce qui provoque l'influence de SCP-3827 sur une salle de spectacle, mais les effets de l'anomalie peuvent être aggravés par la consommation d'aliments riches en sucre. Les consommations par les spectateurs lors de projections de films mettant en avant des dents dans au moins une scène, ou une combinaison des deux. Si ce n'était qu'une hausse des problèmes dentaires, l'anomalie ne retiendrait sans doute pas autant l'attention de la Fondation. Il suffirait d'augmenter le fluor dans l'eau locale et d'alerter les dentistes de la région. Cependant, cela ne se limite pas à la douleur et à l'inconfort dentaire. Les centres vivants, ou pulpes des dents affectées, appelés désormais SCP-3827A, commenceront à changer de manière notable au cours d'une semaine, suite à l'exposition au cognito-danger. Elles vont croître et s'étendre au point de douleur, provoquant la fissuration et la séparation de l'émail des dents affectées sous la pression interne. Après environ une semaine, les instances de SCP-3827A s'éjecteront d'elles-mêmes des mâchoires de la personne affectée pendant son sommeil. Une fois libérées de la mâchoire, leurs dents feront pousser nerfs et vaisseaux à travers l'émail, qu'ils utiliseront comme membres. Désormais capables de se déplacer de manière indépendante, les dents se déplaceront dans la zone, volant de petits objets tels que des déchets, des morceaux de tissu, des boutons et des épingles. Une fois qu'elles ont saisi un objet d'intérêt, les dents tenteront de quitter la zone. Parfois, les dents sont arrêtées par des témoins, un faux pas ou un animal domestique, mais souvent, elles parviennent à sortir de la maison et atteignent leur destination prévue. Mais où vont-elles ensuite ? Naturellement, les chercheurs de la Fondation étaient curieux des déplacements des instances de SCP-3827A. Un spectateur affecté a donc été muni de dispositifs de suivi miniature lors d'un contrôle dentaire dans un cabinet affilié à la Fondation. Plus tard dans la nuit, lorsque les dents ont quitté la bouche de la personne, la Fondation a pu les suivre. L'équipe de recherche a suivi le signal du dispositif de suivi jusqu'au cinéma où ces effets du SCP-3827 sont apparus, là où la personne affectée avait vu une projection du film alors récent, l'Odyssée de Pi. Le chercheur qui suivait le signal l'a suivi jusqu'à une petite fissure dans le béton à l'extérieur du cinéma. Il a sorti une lampe de poche et l'a dirigée dans la fissure.
Là, il aperçut une structure ressemblant à un petit théâtre composé d'éclats de ce qui semblait être de l'émail dentaire. Sur la scène improvisée, plusieurs dizaines d'exemplaires de SCP-3827-A donnaient une représentation. Grâce aux costumes d'animaux et au décor d'un bateau construit en papier aluminium, l'agent a pu déterminer que les dents vivantes jouaient leur propre version des événements de l'Odyssée de Pi. Il attendit 1 heure, les laissant finir leur représentation avant de récupérer les exemplaires et de les confiner à la fondation. Après un certain temps en confinement, les dents ont commencé à créer des productions originales et à mettre en scène en direct leurs films préférés. Une production originale a été décrite par un assistant de recherche comme étant Star Wars, mais avec des loups-garous dedans. Il a ajouté que c'était assez émouvant. En fait, j'ai pleuré. Après que SCP-3827 a été identifié et que la Fondation a pu comprendre correctement sa nature, un ensemble de procédures de confinement a été mis en place. Les agents de la Fondation infiltrés dans l'industrie cinématographique ont reçu pour instruction d'introduire des scènes et des motifs impliquant des dents dans les films des grands studios, en particulier ceux appartenant à des franchises particulièrement populaires. Cela vise à déceler, sans mauvais jeu de mots, les cinémas affectés par SCP-3827. Ces cinémas peuvent alors être fermés, les instances SCP-3827-A contenues, et toute personne affectée peut recevoir des amnésiques. Les instances contenues de SCP-3827-A sont gardées dans des cellules de confinement standard. En guise d'incitation à un bon comportement, ils reçoivent des restes de déchets et peuvent assister à la projection d'un nouveau film 1 fois par mois. Un addendum a été ajouté au dossier officiel, que j'inclurai ici à titre de référence. Suite à l'intervention réussie de la Fondation dans la production du film de 2015 Avengers, l'ère d'Ultron, notamment l'inclusion d'une courte séquence montrant le personnage Iron Man déloger une dent de Hulk, les agents de la Fondation ont réussi à identifier et à fermer 119 cinémas affectés par le SCP-3827. Bien qu'aucun nouveau cas n'ait été découvert depuis, les procédures actuelles doivent se poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Nous allons au cinéma pour la magie, pour rire, pour pleurer, pour ressentir de l'émotion. À mon avis, le cinéma est un lieu sacré où l'on ne devrait pas craindre que nos dents s'échappent pour former une troupe de théâtre. Dans ce monde, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Espérons que tous les cinémas touchés par SCP-3827 ont été définitivement fermés. Mais on n'en est jamais vraiment sûr. Parfois, un film fait ressortir en vous des émotions auxquelles vous ne vous attendiez pas, et parfois, il fait aussi ressortir vos dents. Vous ouvrez les yeux, mais quelque chose bloque votre vue. Ce sont des dents? Des dents humaines qui poussent de vos yeux? Oh non, oh mon Dieu, non! Prendre le métro peut vraiment être une expérience aléatoire. D'un côté, c'est moins cher que de conduire, surtout avec le prix de l'essence en ce moment. C'est pratique, écologique, et ça enlève tout stress potentiel lié au stationnement. Mais ça peut aussi être chaud, mal entretenu, et, pire que tout, c'est rempli de monde. Ce sont les pensées de la femme, alors qu'elle rentre du travail dans le métro. Elle s'accroche à une barre pour garder l'équilibre et préserver son espace personnel. À chaque arrêt, alors qu'un flot continu de nouveaux passagers monte, elle sent sa poitrine se serrer d'anxiété et elle prend une profonde inspiration pour relâcher la tension. Encore quelques arrêts, et elle pourra enfin sortir d'ici et retrouver le confort de son appartement. La rame ralentit et les portes s'ouvrent à l'avant-dernier arrêt. Super, après ça, elle sera enfin tranquille. Bien sûr, d'autres personnes montent, tout le monde a des endroits où aller, se rappelle-t-elle. Ce n'est pas grave. Mais lorsqu'un homme pâle, à l'air nerveux, se rapproche un peu trop de la barre qu'elle tient, elle sent son anxiété remonter d'un coup. Pourquoi ne respecte-t-il pas son espace? Allez mon gars, le train est bondé, mais tu peux reculer d'un pas. Elle prend son courage pour parler quand le train secoue. Soudain, au redémarrage, le mouvement brusque fait tomber l'homme en avant, la heurtant violemment. Elle ressent une douleur vive et soudaine à la main et baisse les yeux pour voir une goutte de sang. Sérieusement, elle jure contre l'étranger, incapable de se retenir. Il baisse les yeux et ses yeux s'écarquillent. Il s'excuse abondamment et s'éloigne d'elle, une terreur indéniable dans le regard. Elle trouve qu'il exagère. Elle a juste un peu crié. Ce n'est pas comme si elle voulait lui faire du mal. Mais il se fraye un chemin à travers la foule, s'éloignant d'elle, et elle ne cherche pas à le suivre. Le train ralentit, les portes s'ouvrent à nouveau. Dieu merci, c'est son arrêt. Elle quitte la rame aussi vite que possible et ne ralentit qu'en ouvrant la porte de son appartement.
Il est temps de soigner sa blessure la plus étrange. Elle désinfecte la blessure sur sa main et commence à mettre un pansement. Maintenant qu'elle a ralenti, elle peut mieux examiner. Elle pensait que les clés du gars l'avaient piqué, mais en regardant de près, cela ressemble plutôt à une morsure. Est-ce qu'il avait un animal caché dans sa manche ou quelque chose comme ça? Tout est allé si vite, elle n'a pas vu. Mieux vaut prévenir que guérir, elle se fera vacciner contre la rage demain. Avec ce plan en tête et un pansement sur la main, elle oublie rapidement le trajet infernal dans le métro, l'homme nerveux et la morsure étrange. Le lendemain, elle reçoit son vaccin contre la rage et oublie cette étrange rencontre. Et cela reste ainsi, hors de vue et hors de l'esprit, jusqu'à environ une semaine plus tard, lorsque ses gencives commencent à lui faire mal. Cela commence par une petite douleur, un peu d'inconfort. Un matin, cette douleur la réveille plus tôt. Mais au fil de la journée, la douleur devient de plus en plus difficile à ignorer. Elle se surprend à mâchouiller son stylo pendant les réunions, soulageant la sensation de démangeaison et de douleur dans ses gencives grâce à la pression exercée. Quelques jours plus tard, elle ne pense qu'à ça. Elle envisage à moitié d'acheter un de ces anneaux en plastique dur pour les bébés qui font leurs dents. À ce moment-là, elle se rend compte qu'il est temps d'aller chez le dentiste. Ils sauront quoi faire. Mais quand la dentiste l'allonge sur ce fauteuil et examine sa bouche, il est tout aussi perdu qu'elle, peut-être même encore plus. Elle présente des symptômes d'une affection appelée hyperdontie, explique-t-il. À l'âge de 30 ans, elle développe de nouvelles dents. Ce ne sont pas des dents de sagesse, mais une nouvelle rangée de dents derrière celles déjà présentes. Il lui recommande de revenir quand ses dents auront poussé pour discuter des étapes suivantes. Puis, elle prévient son travail qu'elle est malade. Le lendemain, elle ment et leur dit que c'est la grippe. Comment pourrait-elle expliquer la vérité? Mais au moins, une solution se profile à l'horizon. Le dentiste l'aidera à déterminer la suite. Et sûrement, ce sera le pire, n'est-ce pas? Malheureusement, elle ne pourrait pas avoir plus tort. Lorsqu'elle se réveille le lendemain, elle remarque qu'elle a du mal à respirer par le nez, accompagnée d'une sensation d'inconfort dans ses narines. Oh, génial! Est-ce qu'elle est vraiment malade maintenant? Elle essaie de se moucher, mais rien ne sort. Elle se frotte les narines et ressent soudain une vive douleur ainsi qu'une sensation de corps solide à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Elle se précipite vers le miroir de la salle de bain, penchant la tête en arrière pour mieux voir. Lorsqu'elle parvient à distinguer ce qui bloque ses narines, sa mâchoire se décroche. Des dents. Elles sont plus petites que celles de sa bouche et quelque peu dissimulées, mais il n'y a aucun doute. De petites rangées de dents ont poussé à l'intérieur de son nez. Elle appelle son dentiste et prend un rendez-vous immédiat. Elle a du mal à expliquer au téléphone, mais quels que soient ses mots, elle sait. Le médecin ne comprendra vraiment que lorsqu'il verra son état de ses propres yeux, et quand il le verra, il ne pourra pas s'empêcher de pousser un cri de surprise. Ce n'est pas un cas ordinaire d'hyperdontie, c'est tout autre chose, quelque chose qui devrait être médicalement impossible. Découvrant des dents dans le nez de la femme, le dentiste décide d'examiner en détail son visage et sa tête. À sa grande horreur et celle de la patiente, il découvre aussi de petites dents dans ses conduits auditifs. Il prévient que si elle reste, elle risque d'endommager définitivement son audition. Aucun doute, pour le bien-être de la patiente, le dentiste doit réaliser les extractions les plus étranges de sa carrière. La femme reçoit un anesthésiant et il commence à travailler. Lorsqu'il a terminé, le dentiste a extrait 36 dents de taille et de formes variées de sa bouche, de son nez et de ses oreilles. Ce fut une affaire éprouvante, mais au moins, c'est terminé. Il prescrit des antidouleurs, un antibiotique et quelques jours de repos, et conseille à la femme de l'appeler si elle vit à nouveau une expérience similaire. Aucun d'eux ne le dira à voix haute, mais tous les deux, en privé, sont terrifiés à l'idée qu'elles doivent revenir et tout recommencer. Pendant les semaines suivantes, la femme se sent de nouveau normale. Elle est un peu secouée par l'expérience, un peu épuisée, mais sinon, tout semble être résolu. Puis les douleurs recommencent, non seulement dans ses gencives cette fois, mais aussi dans ses oreilles, dans son nez. Et, plus effrayant encore, à de nouveaux endroits aussi. Elle peut les sentir, les germes de nouvelles dents qui poussent sous la surface, entre ses doigts et ses orteils, même dans ses paupières. La sensation était désagréable et gênante auparavant, mais maintenant c'est une véritable agonie. Elle peine à composer le numéro de son dentiste, mais réussit à l'appeler et à se rendre au cabinet. Au début, il ne veut pas y croire, mais ensuite il fait une radiographie. Les images qui reviennent lui retournent l'estomac et il manque de vomir sur le sol.
Il les voit aussi clairement qu'en plein jour. Des dents, des dents, des dents qui poussent partout. La femme ressent cette douleur unique, cette pression croissante de quelque chose qui lutte pour grandir, prêt à percer la peau et à naître. Encore plus de dents dans sa bouche, dans ses yeux, ses oreilles, partout sur son corps. Même s'il extrait à nouveau chaque dent, même s'il arrache chaque nouvelle pousse, il y en aura d'autres prêtes à les remplacer. Ne sachant pas quoi recommander d'autre, il conseille à la femme de se faire hospitaliser. Quelle que soit son affection, elle a dépassé ses compétences. Quelques semaines plus tard, la femme est allongée dans son lit d'hôpital, faible, épuisée, à peine capable de bouger. Sa peau est parsemée de dents. Ses médecins ont tenté de pratiquer une intervention chirurgicale pour retirer certaines dents avant qu'elles ne percent, mais les incisions sont devenues de petites bouches remplies de dents encore plus nombreuses. À présent, ils ont pratiquement abandonné. Elle ouvre à peine les yeux pour voir les étranges silhouettes entrant dans sa chambre d'hôpital, promettant d'élucider sa condition. Ils disent être des scientifiques et ils sont spécialisés dans des affections inhabituelles comme la sienne. Cette pauvre femme malheureuse est considérée comme la première patiente recensée à avoir été infectée par SCP-2450. Le SCP-2450 est une maladie infectieuse dont le symptôme le plus notable est la manifestation d'une hyperdontie sévère dans des parties inhabituelles du corps. La source initiale de l'infection a été localisée à l'endroit désormais connu sous le nom de bâtiment 2450, une ancienne salle de bain pour hommes dans une station-service d'entreprise, près d'une autoroute principale au Royaume-Uni. On ne sait pas exactement comment l'infection se transmet, mais les combinaisons H à Z de niveau 5 se sont révélées inefficaces pour contenir et prévenir l'infection. La maladie peut toucher une grande variété d'espèces de mammifères, y compris, mais sans s'y limiter, les rongeurs, les chiens et les humains. Environ 23% des mammifères exposés à la zone source de l'infection initiale contracteront le 2450. L'infection peut également être transmise par une morsure, à condition que celle-ci soit suffisamment profonde pour provoquer un saignement. Les infections après morsure surviennent dans environ 12% des cas. Le stade initial de l'infection se caractérise par l'apparition d'une hyperdontie dans divers orifices du corps. Je suis désolé, mais cela signifie précisément l'apparition de dents supplémentaires là où il ne devrait pas y en avoir. Cela débute souvent dans la bouche, lorsque des dents en plus apparaissent sur les gencives, le palais et le frein sous la langue. Cependant, à mesure que la maladie progresse, n'importe quelle ouverture du corps peut être touchée, y compris les narines, les orbites et d'autres endroits encore moins confortables. La taille des dents varie en fonction de la taille de l'ouverture et a tendance à être proportionnelle à l'espace disponible. Les dents produites à la suite d'une infection par 12 poussent à un rythme environ 12 fois supérieur à celui des dents ordinaires et peuvent se développer du germe jusqu'à la racine complète. La croissance s'achève sur une période allant de 3 semaines à 9 mois, selon la taille. Au fur et à mesure de l'infection, davantage de rangées de dents poussent plus loin vers l'arrière dans l'orifice touché. Une fois que tous les orifices naturels du corps ont développé au moins une rangée complète de dents, l'infection passera à son stade suivant. À ce stade, les parties du corps qui forment un espace semi-fermé, comme les espaces entre les orteils ou les aisselles, commenceront à éclater, des dents. Si cela n'était pas déjà assez horrible, toute ouverture formée sur le corps à la suite d'un traumatisme externe, comme des coupures sur la peau, deviendra un site de croissance pour les dents du SCP-2450. As-tu eu un frisson qui t'a traversé l'échine? Moi aussi, ma propre colonne vertébrale, pas la tienne, tu comprends. Revenons à notre sujet, et je suis vraiment désolé de te dire que, en fait, ça empire. Tu vois, à mesure que l'infection progresse et que davantage de dents poussent, le calcium et les minéraux nécessaires à leur croissance doivent bien venir de quelque part. Ces minéraux seront puisés dans les réserves naturelles du corps, et ce processus peut souvent entraîner de l'ostéoporose et une hypocalcémie. Administrer du calcium et d'autres suppléments minéraux aux patients SCP-2450 les maintiendra en vie et ils continueront à produire des dents indéfiniment. Dans ce cas, vous vous demandez peut-être si la pousse de toutes ces dents est très douloureuse. Permettez-moi de ne vous apporter absolument aucune assurance à ce sujet. Cela a été décrit comme extrêmement douloureux et similaire aux douleurs de dentition ressenties par les jeunes enfants lorsque leurs dents poussent, tout comme les nourrissons qui font leurs dents. Les patients ressentiront un fort désir de soulager cette douleur en mordant ou en grinçant des dents affectées. Cependant, à mesure que l'infection progresse, les dents commenceront à apparaître dans des zones incapables de mordre. Dans ces cas, les patients vont souvent grincer des dents contre des objets solides, comme les coins des murs.
Cette activité est fortement déconseillée, car elle pourrait entraîner des coupures et des lacérations qui pourraient servir de terrain fertile à l'apparition de nouvelles dents, créant ainsi un véritable cercle vicieux. Incidemment, ce comportement a conduit au premier cas enregistré d'infection par SCP-2450 par contact dents de sang. Le SCP-2450 a été découvert pour la première fois par la Fondation lors d'une recherche de routine dans la littérature médicale. Et le 19 février 2009, la Fondation l'a classé comme un phénomène anormal suffisamment distinct de l'hyperdontie. La politique de suppression de l'information a été appliquée avec succès, et le schéma des épidémies a permis de remonter la source à la station-service mentionnée. À ce moment-là, une série de quarantaines et d'expérimentations a révélé que les toilettes pour hommes de l'LB étaient le point d'origine spécifique. Autant que la Fondation a pu le déterminer, il n'y a rien d'anormal concernant la station-service ou cette salle de bain en particulier, à part les infections SCP-2450 elles-mêmes. Construite en 1983, la station a fonctionné normalement pendant des décennies. Alors, quand et comment tout a changé ? En interrogeant le personnel de nettoyage et de sécurité et en examinant des années d'images de vidéosurveillance, la Fondation SCP a pu déterminer provisoirement la date d'origine du SCP-2450 au 15 juillet 2008. Ce jour-là, les caméras de sécurité du bâtiment ont enregistré les événements suivants. 3 hommes en sweatshirt noir à capuche relevée pour cacher leur visage, sont d'abord entrés dans le bâtiment. L'un des hommes portait un grand sac à dos apparemment vide. Un autre tenait un objet vert non identifié. Le 3e homme n'avait rien dans les mains. Peu de temps après être entrés dans le bâtiment, les hommes se sont arrêtés devant les toilettes pour hommes de l'LB et ont discuté entre eux. Aucun son n'a été enregistré et on ne voyait pas leurs lèvres. Il est donc impossible de savoir ce qui a été dit. Quoi qu'il en soit, les hommes sont entrés dans les toilettes peu après. Le dernier a vérifié les environs avant de fermer la porte, pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Voyant qu'ils étaient seuls, il a fermé la porte et les 3 hommes ont disparu. Ils sont restés dans les toilettes pendant les 2h30 suivantes. Ce qui s'est passé dans cette salle de bain reste inconnu, car il est généralement mal vu d'installer des caméras de sécurité dans les toilettes et cela n'est donc pas fait. Après ces 2h30, 2 des 3 hommes sont sortis des toilettes. L'homme avec le sac à dos et celui qui portait l'objet vert. Le 3e homme n'était pas avec eux. Le sac à dos semblait maintenant plein et bien plus lourd qu'à l'entrée. Les 2 hommes se sont dirigés vers l'entrée principale. Celui sans sac à dos s'est arrêté, a fouillé dans la poche de son sweat à capuche, puis a tapoté celle de son pantalon. Ce qu'il cherchait n'était pas là. Il s'est retourné vers le bâtiment, mais l'autre homme l'a arrêté en posant une main sur son bras. Les 2 hommes se sont disputés brièvement avant de quitter le bâtiment et de monter en voiture. Plus tard, l'analyse de la plaque d'immatriculation a révélé qu'il s'agissait d'un véhicule volé. Ils sont partis en voiture vers le sud et ont disparu. Les recherches suivantes pour retrouver les hommes sont restées vaines. L'agent d'entretien de service ce jour-là a rapporté plus tard qu'une des cabines des toilettes était restée verrouillée pendant une durée inhabituellement longue. Lorsqu'il est revenu et a pu entrer pour nettoyer la cabine, il a remarqué une grande quantité de ce qui semblait être du gravier blanc sur le sol et sur le couvercle des toilettes. On pense désormais que c'était de la matière dentaire. En parlant d'objets non identifiés, l'ustensile vert vu sur les enregistrements de sécurité a été retrouvé et identifié par la suite. Il est désormais désigné sous le nom de SCP-2450-01 et est conservé dans la reliquaire 87B6, casier 12004. SCP-2450-1 SCP-2450-01 est une brosse à dents en plastique vert d'une marque inconnue. Vous l'imaginez, ce n'est pas une brosse à dents ordinaire. Lorsqu'une dent est brossée avec SCP-2450-01, les dents seront usées jusqu'à la racine à un rythme rapide. Une molaire entière, y compris la racine, peut être retirée avec la brosse en 5 minutes. Malgré cela, il semble ne causer aucun dommage aux autres tissus environnants, comme la peau ou les gencives. Au dos du manche, le texte « Pour usage non oral uniquement » est imprimé. Les raisons de la présence de cette brosse à dents et des hommes venus dans la cabine ce jour-là restent inconnues. Avec les informations disponibles, je peux formuler une supposition éclairée. C'est ma théorie personnelle que le 3e homme, celui qui n'a jamais été retrouvé, souffrait d'une forme avancée de l'infection SCP-2450. Lorsque les hommes ont tenté de traiter son état avec la brosse à dents anormale, il était dans un état si avancé que son corps était principalement composé de dents, et il s'est effondré pendant le processus. Ses restes ont été entassés dans le sac à dos, puis sortis du bâtiment.
Les débris laissés sur place ont d'une manière ou d'une autre contaminé la zone, ce qui a entraîné les infections SCP-2450 qui se sont produites dans la région depuis. Je ne peux pas confirmer cela officiellement, mais cette théorie me paraît tout à fait raisonnable. Sur les maladies dentaires inhabituelles et les brosses à dents très puissantes. Tous les patients atteints du SCP-2450 doivent être maintenus dans la zone sécurisée de guerre 12 et physiquement retenus afin de contenir l'infection et d'empêcher toute propagation supplémentaire. La source initiale de l'infection reste sur le lieu de découverte, dans le bâtiment 2450 qui a été déguisé en sous-station électrique. Le bâtiment 2450 est maintenu solidement verrouillé et entouré d'une clôture standard de sous-station, laquelle est couverte de panneaux d'avertissement « Danger de mort » afin de dissuader tout civil de s'approcher. Le bâtiment est constamment surveillé et toute personne tentant d'y entrer doit être détenue et interrogée. L'accès au bâtiment 2450 se fait uniquement par un système de double porte avec chambre d'isolement empêchant l'entrée de petits mammifères. Seuls les sujets de test approuvés parmi les mammifères peuvent quitter le bâtiment. Un membre du personnel de la Fondation ayant une formation formelle en dentisterie doit être assigné à la surveillance de tous les journaux de dentisterie et des sources d'informations affiliées. Pour les cas pouvant indiquer une épidémie de SCP-2450, si une telle épidémie est détectée, une action rapide et décisive doit être prise. Il n'existe actuellement aucun remède connu pour le SCP-2450, les patients qui ont été infectés par la maladie. Ils peuvent soit survivre grâce à des suppléments minéraux et produire des dents sans fin, soit perdre progressivement calcium et minéraux jusqu'à ce que leur corps cesse de fonctionner. Dans tous les cas, ils resteront prisonniers de leurs dents jusqu'à leur mort, condamnés à une existence terrifiante et pleine de dents. Bien que ceux qui ont déjà été infectés soient en quelque sorte condamnés, du moins jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé, nous pouvons nous réconforter en sachant que le SCP-2450 peut être facilement évité. Il suffit de rester à l'écart des toilettes pour hommes du bâtiment 2450 et d'éviter que quelqu'un ne vous morde, du moins pas assez fort pour faire couler le sang. Pourtant, les images que j'ai vues en enquêtant sur le SCP-2450 vont me hanter pendant un bon moment. En fait, je pense que j'en ai assez entendu sur le sujet. Mes gencives commencent à me démanger, alors si vous voulez bien m'excuser, je vais aller manger quelques caramels et oublier de passer le fil dentaire. Il ne faut pas que les dents deviennent trop à l'aise. Le capitaine et le second sont trop stupéfaits pour parler. Le matelot n'est pas seulement devenu fou, il est devenu méconnaissable. Quelque chose est en train de sortir de son orbite oculaire, des dents, un amas de dents qui poussent sans s'arrêter, s'enroulant hors de l'endroit où devraient se trouver ses yeux, comme des mauvaises herbes. À leur horreur, le matelot plonge la main dans son orbite et arrache une des dents, la met dans sa bouche et la mâche. Alors qu'ils tournent la tête, ils aperçoivent le côté de son crâne, couvert d'autres dents tordues et jaunies qui poussent hors de son crâne, leurs racines s'enfonçant sans doute dans son cerveau. On dirait plutôt des bernacles collés à la coque d'un navire qu'à une tête humaine. Le capitaine sait qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, leur cargaison doit passer par-dessus bord. C'est elle qui fait ça. Le 19 octobre 1985, le cargo, le SS Mavis, naviguait en direction du Royaume-Uni. En moins d'une semaine, des agents de la Fondation SCP retrouveraient le navire. Il s'était échoué au large de la côte est de l'Angleterre, sans aucune trace de l'équipage, ni, plus important encore, de leur cargaison, SCP-4667. Cette anomalie a réussi à échapper à la Fondation pendant près de 40 ans, mais ce que l'épave du Mavis allait révéler en dirait plus sur cette entité insaisissable. Le SS Mavis suivait une route depuis un port en Russie vers le Royaume-Uni, transportant plusieurs individus originaires de Birkisk en URSS. Les recherches et les preuves recueillies par la Fondation indiquent que l'un de ces individus était Joseph Yekaterina, un dentiste local de la région. L'autre était une femme muette, âgée de 26 ans, désignée uniquement sous le nom d'Iva Dent dans les dossiers partiels récupérés du Mavis. Son nom de famille reste inconnu et on pense qu'il a été perdu lors de l'incident. Lors de la découverte de l'épave, la Fondation a d'abord pensé à 2 déserteurs soviétiques ayant fui l'URSS pendant la guerre froide, cachés à bord du cargo. Il a rapidement été déterminé que ces 2 individus étaient loin d'être de simples civils. Joseph Yekaterina avait quitté la Russie après avoir contacté un collègue en Grande-Bretagne, discutant d'une découverte inhabituelle qu'il avait faite concernant l'un de ses patients.
Cette patiente était évidente, ce qui a poussé Yekaterina à emmener la jeune fille avec lui à bord du Mavis pour rendre visite à son associé au Royaume-Uni, un certain Russ Stanford, un homme connu de la fondation SCP. À l'époque, Russ Stanford avait attiré l'attention de la fondation, étant donné son rôle de chef d'un groupe d'intérêt de plus petite envergure, désigné comme GOI 0435, le collectif des dentistes de Grande-Bretagne. Bien qu'il n'ait pas été vu comme un risque de sécurité majeur, contrairement au Chaos Insurgency ou à la division P du GRU, le collectif des dentistes a noté que l'étude des anomalies était devenue plus répandue sous la direction de Russ Stanford, ce qui a poussé la fondation à surveiller leurs activités. Ils avaient commencé simplement comme un syndicat de dentistes, mais pour une raison inconnue, le collectif des dentistes de Grande-Bretagne s'était orienté sous la direction de Russ Stanford vers l'étude de pratiques dentaires anormales et de troubles dentaires génétiques également anormaux par nature, d'où l'intérêt apparent de Russ Stanford pour Evident. En plus d'être muette, la femme soviétique avait été diagnostiquée avec une anodontie totale, un trouble génétique qui provoque une absence complète de dents. Mais il y avait autre chose dans son état qui avait poussé Yekaterina à contacter Stanford. La fondation a depuis déterminé qu'Evident est SCP-4667. En apprenant la condition dentaire anormale de la patiente d'Yekaterina, Stanford était impatient de l'examiner lui-même. Il a demandé qu'elle soit transférée dans son bureau au Royaume-Uni et a correspondu directement avec Yekaterina, afin d'organiser la sortie clandestine de lui-même et d'Evident hors de l'URSS. Ils ont acquis le SS Mavis, un cargo britannique, pour transporter le dentiste et son étrange patient en soudoyant l'équipage. Il a aussi été convenu qu'en échange d'un passage sûr vers le Royaume-Uni, Yekaterina servirait de médecin du navire si nécessaire. Avec la cargaison, les ouvriers acceptant de faire passer clandestinement les deux supposés déserteurs, le Mavis a pris la mer, Evident enfermé dans une petite pièce près de la cale. Au moment où le navire s'est échoué sur les côtes du Royaume-Uni, Yekaterina et SCP-4667 avaient tous deux disparu. Le reste de l'équipage n'a pas eu cette chance. À bord du SS Mavis se trouvèrent le capitaine Bolislav Kondrat, le premier officier Carlton Tilda, le chef mécanicien du navire Kenelm Hiram, Wilhelm Kahl, le second officier, et le matelot Sebastian Wendell. Lors du transit initial de l'URSS vers le Royaume-Uni, Wendell gardait un œil sur Evident. Dans sa chambre, lui et Kahl ont discuté de son activité, notant qu'elle semblait faire les 100 pas à l'intérieur. Aucun n'avait été informé de la raison de sa détention dans la soute. Ils savaient seulement d'Ekaterina qu'elle était muette et sans dents. Par ailleurs, leur capitaine n'avait pas expliqué sa présence à bord. Après avoir monté la garde un moment, Wendell demanda à Kahl d'apporter une chaise, puis se mit à tousser dès que son camarade partit. Il essaya de parler à Evident, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose et lui proposant les restes du souper précédent. Soudain, Wendell sentit sa toux devenir plus violente et leva la main pour couvrir sa bouche. Il sentit un objet heurter sa paume, l'attrapa par réflexe et eut aussitôt un haut-le-cœur. Dès qu'il ouvrit les doigts pour regarder, il vit que c'était une dent humaine anormalement allongée. Regardant par la fenêtre dans la pièce où se trouvait Evident, Wendell la remercia, puis remit tranquillement la dent dans sa bouche, la croqua bruyamment avant de finir par l'avaler. Après avoir dit au patient dentaire anormal qu'il en avait assez, il recracha vite une autre dent anormalement longue. Eh bien, si vous insistez. Ailleurs sur le navire, sur le pont, le capitaine Kondrat tenait la barre et dirigeait le Mavis tout en fredonnant distraitement pour lui-même. En consultant une carte, il sentit soudain une crampe à la main, croyant à une poussée de son syndrome du canal carpien. À sa grande surprise, cependant, alors qu'il tendait la main pour attraper un crayon, un léger craquement le fit sursauter et il retira brusquement sa main. D'une manière ou d'une autre, l'ongle de son index gauche s'était fissuré et bombait vers l'extérieur. Sa première officier, Tilda, arriva sur la passerelle à temps pour prendre la barre, tandis que le capitaine allait discuter de sa blessure avec la médecin improvisée, Yekaterina. Voyant le capitaine Kondrat entrer dans ses quartiers, Yekaterina se détourna de l'écriture dans son journal et demanda si tout allait bien avec son patient. Kondrat assura à la dentiste que la matelote Wendell gardait un œil attentif sur elle avant de présenter son ongle abîmé à Yekaterina. Étant la personne la plus proche d'un médecin à bord, Yekaterina sortit une pince de son sac et commença à retirer les échardes de l'ongle de Kondrat. Le capitaine grimaça, main posée sur la table de nuit, se demandant s'il ne vaudrait pas mieux couper tout le doigt.
Mais plus Yekaterina retirait de fragments, plus il découvrait quelque chose sous l'ongle de l'homme, une autre longue dent humaine. Yekaterina pressa le Kondrate confus de rester immobile pendant qu'il commençait à extraire la dent de son doigt. Le capitaine hurla des obscénités alors que la douleur parcourait sa main, jusqu'à ce que la dent se détache de son doigt, qui se mit alors à saigner abondamment. Yekaterina posa calmement la dent sur la table de nuit et alla chercher de quoi stériliser et bander la plaie. En retenant un haut le cœur, à peine capable de prononcer quelques mots, Kondrate demanda ce qui pouvait bien provoquer l'apparition d'une telle excroissance. La réponse du dentiste fut aussi simple que révélatrice. La fille perd le contrôle. Il expliqua du mieux qu'il put qu'il s'était occupé d'Évidente pendant un certain temps et qu'elle possédait ce qu'il considérait comme un don. Ekaterina était certaine qu'elle maîtrisait cette capacité anormale, mais il semblait que ce n'était plus le cas. Alors qu'il sortait nonchalamment un mètre ruban de sa sacoche et mesurait la dent, le capitaine Kondra le pressa pour obtenir plus d'informations, mais il fut interrompu par Hiram, le chef ingénieur. Il était venu prévenir le capitaine que le Mavis allait trop vite et que le moteur lâcherait s'il continuait à cette vitesse. Frustré, Kondra blâma Tilda, pensant que le premier lieutenant allait se relâcher. Il demanda à Hiram de ramener Tilda pour qu'il cesse sa pause cigarette et retourne à la barre. Revenant à sa conversation avec Yekaterina, le capitaine Kondra exigea d'en savoir plus sur ce qu'Évidente lui faisait. Le dentiste expliqua qu'il n'était pas tout à fait sûr, mais que son collègue du collectif des dentistes de Grande-Bretagne, Russ Stanford, en savait plus. Tout ce que Yekaterina comprenait vraiment, c'était qu'Évidente pouvait faire pousser des dents. Au-delà de cela, pas grand-chose d'autre. Il n'avait même pas de nom pour cette anomalie. La dent qu'il a extraite du doigt de Kondrate mesurait 32 mm de long, soit 10 mm de plus que la moyenne d'une incisive, et elle continuait de pousser alors que Kondrate quittait les quartiers de Yekaterina. De l'autre côté, à la barre du navire, Tilda n'avait pas quitté la roue du tout, il ne pouvait tout simplement pas bouger. Sur ordre du capitaine, Hiram alla demander au premier officier de ralentir le cargo, mais il s'immobilisa. Au moment où il vit Tilda, il recula, horrifié, avant de commencer à se sentir étourdi. Dans un bruit sourd, Hiram s'effondra au sol, évanoui. Tilda ne bougeait pas. Il ne pouvait pas bouger. Son corps était couvert d'une grande quantité des mêmes dents allongées, poussant de ses bras, de ses jambes, de ses mains, traversant ses ongles et perçant la peau de ses articulations. D'autres continuaient à sortir, éclatant hors de lui. Les dents entouraient tout son corps et s'étaient entremêlées avec les commandes du vaisseau, provoquant l'accélération progressive du Mavis. Alors que Hiram gisait inconscient sur le sol, un bruit de craquement se fit entendre. Une flaque de sang commença à se former sous lui. Dans la soute, quelque chose d'aussi étrange arrivait à Wendell. Il mâchait, mais aucun bruit de mastication ne se faisait entendre. Sa voix était nettement pâteuse lorsqu'il demanda à Évidente si elle en avait encore pour lui. Lorsque Cal revint avec une chaise, Wendell se tourna vers lui et lui demanda s'il avait des dents en trop. Avant que le terrifié Cal ne puisse vraiment comprendre ce qu'il voyait, Wendell glissa 2 de ses doigts dans son orbite et en sortit une autre dent allongée, puis il la mit dans sa bouche et commença à mâcher. Kondra entra juste à temps pour assister à la scène, le capitaine et son second, déconcertés et horrifiés par ce qui se passait. Wendell plaisanta que manger ses dents était préférable à la cuisine de Cale, puis rappela qu'il surveillait leur cargaison inhabituelle. Le capitaine Kondra expliqua tant bien que mal qu'Évidente jouait d'une façon particulière avec Wendell et qu'il ne devait pas avoir de dents poussant de ses yeux. Sans prévenir, Wendell s'effondra, se tenant le ventre de douleur. Les fragments de dents dans son estomac continuaient de pousser et s'étaient tellement allongés qu'ils avaient réussi à percer son abdomen. Ils ne s'arrêtèrent pas, de petites pointes d'émail traversant sa chemise. Pendant que Cale, sur ordre de Kondra, prenait les clés du navire à Wendell, le capitaine déclara qu'il voulait jeter Évidente par-dessus bord. Cal approcha les clés de la porte lorsqu'une autre dent poussa soudainement au bout de son index. Elle transperça son pouce, lui faisant lâcher les clés sous la douleur. Alors qu'elle tombait au sol, Évidente passa la main sous la porte pour les attraper, mais, narguée par Kondra, elle ne put ouvrir la porte. Depuis l'intérieur de la pièce, dans la salle annexe de la soute, Évidente lança les clés. Frustrée, elle fixa la porte scellée, et alors qu'elle le faisait, des cris se firent entendre de l'autre côté. Kondra et Cal étaient eux-mêmes en train de devenir des masses de dents allongées, hurlant de douleur, avant de sombrer dans le silence. Après quelques secondes au-dessus d'elle, Évidente remarqua que le plafond était convexe et se dirigea vers le coin de la pièce, s'éloignant de la bosse.
Le plafond au-dessus d'elle commença à se fissurer sous la pression de quelque chose au-dessus, avant de céder et de laisser tomber une masse de dents à travers le trou ainsi créé. C'était, ou cela avait été, le corps d'Hiram, désormais criblé de ses dents allongées qui poussaient sur son dos et ses épaules. Le toit au-dessus de la pièce latérale s'effondra, permettant à Evident de s'échapper. Une colonne montante de dents en croissance la porta à travers le trou du plafond jusqu'à la passerelle du Mavis, où elle descendit de la plateforme qu'elle avait fait pousser. Hiram, Evident. À la barre du navire, les voyants de carburant faibles clignotaient, tandis que la statue calcifiée du corps de Tilda était coincée à la roue du navire. Calmement et silencieusement, Evident quitta la passerelle par une porte latérale qui la mena sur le pont principal du cargo. Là, le dentiste qui l'avait amené à bord préparait un canot de sauvetage. Yekaterina ne fut pas surprise en la voyant soudain s'approcher. Au lieu de cela, il s'adressa à Evident en russe, lui disant « Tu sais, je tiens à toi et à ton art. Contrairement aux autres, j'attendrai ton acclamation. J'espère que mon service vous a satisfait. » Après l'avoir observé un moment, Evident retourna sur le pont, laissant Yekaterina quitter le Mavis en canot de sauvetage. Lorsque le navire finit par s'échouer sur la côte du Royaume-Uni, il n'y avait plus personne de vivant à bord. Ou plutôt, il n'y en aurait plus à l'arrivée de la Fondation. Mais ce n'est pas eux qui sont arrivés les premiers sur le Mavis. Ayant anticipé l'arrivée du cargo, des membres de l'OIG 0435, y compris le chef du collectif des dentistes de Grande-Bretagne, Russ Stanford, sont rapidement arrivés sur le site du naufrage. C'était le 21 octobre 1985. L'arrivée du collectif des dentistes a été filmée par un de leurs membres muni d'une caméra. Stanford a affirmé qu'elle lui avait parlé la veille au soir, qu'elle voulait que le groupe voie quelque chose. Il a demandé au caméraman de garder l'image stable, car d'autres voudraient voir aussi. En s'approchant de l'épave du Mavis, Stanford reconnut rapidement qu'il s'agissait du cargo que Yekaterina avait soudoyé. Il a appelé pour savoir s'il restait d'autres survivants à bord. Alors qu'il le faisait, Evident apparut sur le pont du Mavis. Stanford, avec la majorité du reste du groupe, l'a interpellé et a affirmé qu'ils avaient étudié son vaisseau. Ils ont qualifié la condition anormale d'Evident de son œuvre divine et ont dit qu'ils avaient entendu ses cris dans les dents de leurs patients dentaires. « Nous ne renions pas tous ton don, pas tous », répondit Evident avec un sourire en coin, interrompant Stanford alors qu'une paire d'ailes commençait à se déployer dans son dos. Elles étaient entièrement faites de dents allongées, bien que le caméraman filmant la scène n'ait pas pu obtenir une image assez nette de ce qui les maintenait ensemble. Stanford et les autres dentistes britanniques s'inclinèrent devant Evident. Leur chef s'adressa alors à la femme ailée et anormale. « Va, rends ton don clair, Evident. Rends-le clair pour les observateurs. » À ce moment-là, comme on peut l'entendre sur l'enregistrement, Evident utilisa ses ailes dents pour s'élever dans les airs avant de voler vers le continent. Une fois qu'elle est sortie du champ de la caméra, les membres du collectif de dentistes ont commencé à marcher lentement dans la même direction qu'elle avait prise en s'envolant. Le caméraman a laissé tomber sa caméra, apparemment sans s'en rendre compte, alors qu'il rejoignait les autres, marchant silencieusement au loin. La caméra filmait encore à l'arrivée des agents de la Fondation. Plusieurs objets importants ont été récupérés sur le site de l'épave du SS Mavis, y compris les corps de son équipage, une photo et la caméra, dont certains enregistrements étaient encore intacts. La photographie, supposée avoir été laissée tomber par l'un des dentistes, était une image en noir et blanc d'une de leurs réunions de groupe, datée de plusieurs années auparavant, montrant les membres du collectif assis autour d'une table. Au dos, il était écrit « Réunion des dentistes, 1981 ». Nous devenons plus forts chaque jour. Parmi les personnes sur la photo, Russ Stanford pouvait être vu debout à l'extrémité de la table. Suite à la récupération de l'épave du SS Mavis, la fondation SCP n'a pas pu déterminer la localisation du GOI 0435. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait de plus qu'un simple groupe de praticiens s'intéressant à l'odontologie anormale. D'après les preuves recueillies sur les lieux, ils semblent avoir été une sorte de culte d'origine ou d'intentions inconnues. Selon les dossiers obtenus par la Fondation, aucun membre du groupe n'est retourné à une pratique régulière après cet événement, et aucun n'a été signalé comme décédé. La recherche d'informations supplémentaires concernant le collectif de dentistes se poursuit. SCP-4667 est également toujours en liberté. Bien que son existence soit connue, SCP-4667 n'a jamais été placé en détention par la Fondation. Des détails sur sa condition anormale ont été déterminés grâce aux enregistrements retrouvés sur l'épave du SS Mavis et sur les corps de l'équipage.
qu'ils possèdent leurs dents de lait déciduales ou leurs dents adultes succédanées, toute personne suffisamment proche de SCP-4667 commencera à développer des dents allongées sur l'ensemble de son corps. On pense que la portée de cette transfiguration dentaire anormale a un effet dans une zone comprise entre environ 70 et 100 mètres qu'une personne affectée par SCP-4667 constatera. Leurs dents commencent à s'allonger lentement verticalement, poussant vers le bas dans la gencive et finissant par la traverser. Il est également connu que cela affecte d'autres mammifères, car une colonie de chauves-souris européennes a été trouvée à bord du Mavis, ayant également succombé aux effets du SCP-4667. De nouvelles dents pousseront sporadiquement depuis le système squelettique, débutant par la mâchoire, puis descendant, avec d'autres excroissances plus basses. Ces dents, nouvellement développées, commenceront également à s'allonger rapidement jusqu'à pouvoir percer des organes vitaux ou traverser la peau du sujet par en dessous. Cela se produit à un rythme sporadique, et certains chercheurs de la Fondation ont émis l'hypothèse, sur la base des images de vidéosurveillance récupérées à bord du Mavis, que SCP-4667 est capable de contrôler au moins partiellement la vitesse à laquelle ces nouvelles dents poussent. Cependant, tant qu'elle n'aura pas été capturée, cela restera non confirmé. Ce qui est certain, c'est que cette croissance anormale des dents continuera même après la mort de la personne affectée. Ces personnes meurent généralement d'une perforation d'organes internes causée par la croissance des dents. Le plus souvent, les racines des dents de la mâchoire supérieure s'allongent jusqu'à percer le palais et continuent vers le haut jusqu'au cerveau. Le plus étrange était ce que la Fondation a découvert sur le sort des corps de l'équipage de Mavis après leur mort. Les cadavres des personnes affectées par SCP-4667 ne se trouvent plus à proximité d'elles. Les excroissances dentaires se courberont ensemble pour former de grandes sculptures complexes qui en émergeront. Un membre de l'équipage a créé une humanoïde ailée que certains considèrent comme une représentation d'Ivedent. La colonie de chauves-souris affectée par SCP-4667 a évolué pour représenter plusieurs petites figures humanoïdes semblant être mal nourries et dans des états d'angoisse. Sur l'un des autres membres de l'équipage a poussé une sculpture dentaire de la figure ailée, avec ses bras étendus au-dessus de plusieurs humanoïdes provenant d'un des autres corps. Une représentation de ces figures humanoïdes semblant joyeuses et tenant ce qui ressemblait à de la nourriture. La sculpture dentaire suivante semble montrer plusieurs figures humaines agressives, avec l'entité ailée s'envolant loin d'elle. La dernière, nettement plus grande et mieux construite que les autres statues, montrait la même humanoïde féminine ailée en train de pleurer. Fondation. Les experts peinent à interpréter la signification ou la formation exacte de ces sculptures, à partir d'un corps. Affecté par SCP-4667, les chercheurs espèrent que la récupération éventuelle de SCP-4667 apportera des réponses. On pense actuellement qu'elle se trouve quelque part entre la mer du Nord et la mer Baltique. La croissance anormale des dents chez la faune côtière et océanique est surveillée afin de déterminer son emplacement exact. Aller chez le dentiste n'est apprécié de personne. Odeur chimique, bruit de la fraise, gêne de parler avec des mains dans la bouche. Mais alors que vous vous installez dans le fauteuil du dentiste, quelque chose dans cette visite en particulier vous semble particulièrement étrange. Pourquoi les hygiénistes vous regardent-ils comme ça? Quel est ce médecin étrange qui entre? Pourquoi sentez-vous soudain votre bouche si pleine? Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas crier, et vos dents, elles se multiplient. L'homme a ignoré son mal de dents plusieurs semaines, mais il n'en peut plus. La douleur sourde s'est muée en pulsations lancinantes qui martèlent sa tête et envahissent ses pensées. Mais bien sûr, il a attendu beaucoup trop longtemps pour s'en occuper. Et maintenant, le voilà, un dimanche soir, en train d'essayer de trouver un dentiste qui acceptera de lui donner un rendez-vous. Ce n'est pas de sa faute, se dit-il. Il a peur du dentiste depuis qu'il est tout petit. Il faut beaucoup de douleur pour surmonter ce genre de phobie, mais maintenant, il a atteint ce seuil. En cherchant désespérément un cabinet ouvert le dimanche sur Internet, il voit une annonce. Dr Hendricks, dentisterie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'homme doute que ce soit possible, mais, poussé par la douleur, il appelle le numéro de l'annonce et fixe un rendez-vous. La réceptionniste a une voix étrange au téléphone, comme si elle avait quelque chose dans la bouche, mais il n'y prête pas attention. 15 minutes plus tard, il entre dans le cabinet et se présente à la réception. La femme assise là a l'air un peu étrange. Mais sa mère lui a appris à éviter de fixer les gens, alors il lui fait un signe de tête distant, refuse qu'elle inspecte ses dents et ignore l'étrange sensation dans son ventre. Il se rend plutôt en salle d'examen et attend le médecin pour soulager sa douleur.
Il attend longtemps, au point de craindre que le dentiste l'ait oublié. Ou peut-être que ce cabinet était trop beau pour être vrai et qu'il s'agit d'une arnaque. La porte s'ouvre alors et le docteur Hendricks entre, l'air enjoué et le sourire aux yeux. Sa bouche cachée par un masque chirurgical ne permet pas à l'homme d'en être sûr, mais il pense qu'il sourit. Heureusement que l'homme est venu vite, car le dentiste confirme que ses dents sont dans un état critique. Mais rassurez-vous, il est entre de très bonnes mains et quittera le cabinet en pleine forme. L'homme demande au dentiste s'il peut être endormi pour l'intervention afin d'éviter de paniquer. Le dentiste éclate de rire à cette demande, mais il accepte. Il place un masque à gaz sur le visage de l'homme, le sifflement du gaz emplit la pièce, les paupières de l'homme deviennent lourdes et la salle blanche et stérile s'efface dans le noir. Quand l'homme se réveille, il est assis sur le trottoir devant le cabinet, tenant un sachet de mini-bain de bouche. Et sa bouche, mon Dieu, sa bouche. Elle lui fait mal comme jamais auparavant. Mais il y a aussi autre chose qui cloche. Il porte la main à sa bouche pour la tâter avec ses doigts, et toute la couleur quitte son visage. Sa bouche est complètement remplie de dents, tellement de dents que sa langue ne peut pas bouger sans les toucher. Il s'attendait à sortir de chez le dentiste avec une dent en moins, mais au lieu de ça, il en a maintenant 30 de plus qu'au départ. Malheureusement pour cet homme, qui voulait simplement faire soigner un mal de dents, il est tombé dans les griffes du SCP-5150. Le SCP-5150 est un cabinet dentaire situé à l'extérieur de la périphérie nord-ouest d'Indianapolis, dans l'Indiana. Le bâtiment du cabinet occupe une superficie d'environ 140 mètres carrés et l'intérieur mesure 115 mètres carrés. Le bâtiment est banal à tous points de vue, à l'exception d'une enseigne électrique au-dessus de l'entrée principale, sur laquelle il est écrit « Dr. John Hendricks, DDS ». À l'intérieur du bâtiment, il y a 6 pièces et plusieurs entités anormales désignées SCP-5150-01, SCP-5150-02 et SCP-5150-03. SCP-5150- SCP-5150-01 est la réceptionniste du cabinet dentaire, mais comme vous l'avez compris, elle n'est pas ordinaire. L'entité a des caractéristiques humanoïdes typiques, sauf pour la bouche. Les os maxillaires et mandibulaires de l'entité, c'est-à-dire la mâchoire supérieure et inférieure, sont déformés et mutilés. On a aussi relevé l'absence d'incisives, des canines en plus et des gencives qui saignent. L'entité semble avoir un intérêt intense pour les dents humaines, et une fois qu'elle en a obtenu, ses propriétés anormales commencent à se manifester. Notamment, elle insérera les dents humaines volées dans sa bouche et dans ses gencives. Cela semble être destiné à corriger les problèmes de sa cavité buccale, mais la motivation exacte de ce comportement reste inconnue. Toute personne entrant dans SCP-5150 doit interagir avec SCP-5150-1 à son bureau d'accueil afin de pouvoir continuer ou sortir du bâtiment. Peu importe le niveau d'agressivité qu'elle manifeste à leur égard, SCP-5150-2 désigne plusieurs hygiénistes dentaires anormaux qui occupent l'ensemble de SCP-5150 à l'exception de la salle d'attente. Ces entités ressemblent à la réceptionniste, mais circulent librement dans le bâtiment au lieu d'être confinées derrière un bureau. Elles restent aussi agressives et attaqueront les humains pour les capturer et les conduire dans une salle d'examen. Elles portent sur elles divers instruments dentaires et n'hésiteront pas à utiliser ces instruments comme armes pour maîtriser leurs victimes. Après avoir emmené un sujet humain en salle d'examen, les hygiénistes l'attachent à la table d'opération et le préparent. Pour rencontrer l'entité restante qui rôde dans le cabinet, il est alors temps pour le malheureux sujet humain de rencontrer le dentiste lui-même. SCP-5150-03, également connu sous le nom de Dr. John Hendricks. Cette entité passe son temps dans les salles d'examen ainsi que dans son bureau personnel. Lorsqu'on lui présente le patient, il commencera à insérer directement des dents dans sa bouche, où elles prendront racine de manière anormale et entraîneront des cas extrêmes d'hyperdontie. L'origine de ces dents supplémentaires reste inconnue. Après l'opération, lorsque le Dr. Hendricks est satisfait du nombre de dents insérées dans la bouche de son patient, il essaiera alors de donner au sujet un sac en plastique avec divers produits de soins bucco-dentaires en vente libre. Cela peut inclure une brosse à dents, du fil dentaire, un bain de bouche et du dentifrice. Les sujets ne pourront pas quitter le bâtiment sans ce sac. L'analyse de ces produits n'a révélé aucune propriété anormale. Le 9 juillet 2023, la Fondation SCP a mené une enquête sur le sujet. SCP-5150, D457 142 a été chargé d'enquêter et d'explorer le bâtiment.
Il était équipé d'une caméra et d'un microphone, ainsi que d'une barre de chocolat, qui a été placée dans sa poche pour un usage d'urgence. La direction a été confiée à Bobby Daniels, avec Marcus Drago et Andrew Fuller comme membres de l'équipe d'enquête. D457 142 s'est approché du bâtiment, mais a hésité avant d'entrer. Il a demandé ce qui arriverait après être entré, mais Daniels a refusé de répondre. Ses questions sont restées sans réponse. N'ayant pas d'autre option, D457 142 est entré dans le bâtiment. En ouvrant la porte, la sonnette a retenti pour signaler son entrée. La porte refermée, il a entendu le déclic de la serrure. Cela plongea l'homme dans un état d'anxiété et il tenta d'ouvrir la porte. Elle ne bougeait pas. Il appela le contrôle au micro, les suppliant de déverrouiller la porte, promettant qu'il ne s'enfuirait pas. Daniels au contrôle expliqua qu'il ne pouvait rien y faire, car la fondation n'avait aucun contrôle sur les portes. Cette serrure était entièrement l'œuvre de SCP-5150. Après quelques hésitations, D457 142 n'eut d'autre choix que de continuer et d'entrer dans la salle d'attente de SCP-5150. À l'intérieur, il vit 4 chaises alignées, divers jouets comme dans toute salle d'attente médicale, et d'autres chaises. Là, sur le côté, se trouvait le comptoir, et derrière une vitre munie d'une petite ouverture d'environ 1,2 mètre de haut sur 0,8 mètre de large, la réceptionniste attendait. Étrangement, la caméra n'arrivait pas à capter les traits physiques de la réceptionniste, laissant le sujet de test seul pour l'observer et essayer de comprendre ce qu'il voyait. Rien ne semblait particulièrement inhabituel dans la pièce à première vue, à part l'épisode de Buffy contre les vampires. Diffusé sur l'une des télévisions de la salle d'attente, le sujet traversa la pièce, prenant note de tout ce qu'il voyait. Puis il se tourna vers la réceptionniste. La réceptionniste portait une chemise à col blanc, avec un masque blanc couvrant sa bouche. Une feuille de papier était devant elle. Elle salua le sujet du test. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider à prendre rendez-vous » Ne sachant que faire, le sujet du test a joué le jeu. Il a demandé comment prendre rendez-vous, et la réceptionniste lui a donné un stylo et montré la feuille devant elle. Elle lui a demandé de signer et d'attendre son rendez-vous avec le Dr Hendrix dans 5 minutes. Une fois que le sujet a signé le papier, la réceptionniste a déclaré « Maintenant, avant que vous puissiez entrer, il y a une chose que je dois voir. » Le sujet a accepté. En demandant ce qu'elle avait besoin de voir, la réceptionniste a répondu « Vos dents, bien sûr, puis-je les voir ?» Comme on pouvait s'y attendre, le sujet d'expérience a trouvé la demande déconcertante et a demandé pourquoi elle avait besoin de voir ses dents. Elle a répondu d'un ton amical « Je suis actuellement des cours en ligne de dentisterie et j'ai besoin d'expérience. Certains patients me laissent examiner leurs dents pour que je prévoie le déroulement d'un rendez-vous avec le Dr Hendrix. Puis-je essayer avec vous ?» Le sujet a cédé et ouvert la bouche. Aussitôt fait, le réceptionniste a saisi le cadran inférieur gauche de la mâchoire de l'homme et a félicité la propreté de ses dents. Puis, elle a sorti des pinces de sous son bureau et les a serrées sur les incisives centrales inférieures du sujet. Elle a tiré brusquement vers elle d'un coup sec, arrachant les dents de la bouche du sujet. En moins d'une seconde, le sujet de test s'est reculé, se tenant la bouche et hurlant de douleur et de choc. Du sang a coulé sur l'objectif pendant que le sujet essayait de l'essuyer. Il a titubé vers une boîte de mouchoirs, en a pris une poignée pour éponger le sang et stopper l'écoulement. Pendant ce temps, la réceptionniste travaillait. Elle observa les 2 dents ensanglantées dans sa main, admirative. Ensuite, elle retira son masque facial, révélant sa cavité buccale défigurée et commença à insérer de force les nouvelles dents dans les zones vides de ses gencives. Alors que le sujet reculait, horrifié, la réceptionniste annonça « Le docteur Hendrix peut vous recevoir, monsieur. » Veuillez vous rendre dans la salle 3 pour votre examen. Bien sûr, le sujet hésitait à continuer dans le bâtiment, mais le contrôle a insisté pour qu'il passe la porte menant aux salles d'examen. Au début, il a refusé, mais après qu'on lui ait rappelé qu'il était enfermé et qu'une équipe médicale l'attendait à la fin de l'enquête, il n'a vu d'autre choix que d'avancer. Il a jeté son mouchoir ensanglanté à la poubelle et franchi la série suivante de portes. Comme avant, il a entendu le déclic de la serrure derrière lui, l'enfermant. Il entra prudemment dans le couloir, collant son corps contre le côté gauche du mur. Lorsque le bruit soudain d'un rire résonna dans le couloir, d'où cela venait-il? Qui pouvait bien rire dans un endroit pareil? Il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Il avançait dans le couloir le long du mur. Soudain, il se figea, s'accroupissant pour se cacher. L'un des hygiénistes sortit d'une porte voisine et l'entité passa devant lui sans le remarquer, entrant dans une autre salle d'examen. Le sujet continua jusqu'à atteindre l'extrémité du couloir, où une porte avec une plaque portant le nom Jean Hendrix l'attendait.
Il ouvrit la porte et entra. Il n'y avait personne à l'intérieur. Il contacta le contrôle, demandant des instructions sur la suite à donner. Le contrôle lui conseilla de chercher tout ce qui pourrait être important. Des documents, des articles de recherche, des pages de journal, tout ce qui pourrait éclairer la nature du SCP-5150. Il obéit et commença à fouiller le bureau, mais il découvrit qu'il était vide. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte et une hygiéniste a interpellé le sujet. « Que faites-vous? Nous avons une autre salle qui vous attend maintenant. » Acculé et sans aucune issue, le sujet de test attrapa sa barre de chocolat d'urgence et la déballa. À la vue de la friandise sucrée, l'hygiéniste poussa un cri et recula. Deux autres entités apparurent, brandissant des sondes dentaires à double extrémité. Les trois entités s'avancèrent vers le sujet. Pris de panique, il lança la barre de chocolat sur le troisième hygiéniste. L'entité poussa un cri strident, sa bouche saignant tandis que ses dents se décomposaient. Mais maintenant, le sujet était désarmé et ne pouvait pas se défendre contre l'assaut des deux autres entités. Ils l'ont attrapé, une entité poignardant le sujet avec la sonde, l'autre mordant son avant-bras exposé, assez fort pour faire saigner et fissurer l'os. Hurlant de douleur et de peur, sans secours, le sujet fut traîné jusqu'à la salle d'examen numéro 3. Là, les hygiénistes l'ont attaché sur une table d'opération, le maintenant en place avec des sangles en cuir. « Faites-nous confiance, monsieur », répondit une entité. « On doit extraire quelques dents avant l'arrivée du dentiste. » À ce moment-là, les entités ont retiré les deux canines inférieures et 3 molaires du sujet, alors qu'il restait conscient et hurlait. Puis, la porte s'est ouverte et une autre entité est entrée dans la pièce. Le docteur était là. En voyant le dentiste, le sujet de test a craché toutes sortes d'injures. Le docteur Hendricks répondit à l'agression verbale par un rire amusé. « Quelle langue? Pourquoi tant de dureté? Ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Je sais que ça peut faire peur, mais tout sera bientôt terminé. Bientôt, le dentiste a repéré la caméra et l'a retirée du corps du sujet. C'est pour une vidéo maison? Peu importe. Cela enfreint des lois sur la confidentialité patient-médecin. Mais je vais fermer les yeux cette fois. Je vais la placer pour mieux enregistrer. » Il a placé la caméra dans le coin droit de la pièce où elle filmait à la fois le sujet et le docteur Hendricks. Pendant ce temps, la bouche du sujet continuait de saigner. Le dentiste continua de parler. « Voilà, c'est bien mieux maintenant. Où en étions-nous? » « Ah, c'est vrai. D'après l'apparence, ils ont déjà commencé. Dommage que tes dents n'aient pas l'air en forme, mais c'est pour ça que tu es là. Je peux t'aider à arranger ça. » Le dentiste a récupéré plusieurs fournitures médicales de nettoyage sur le côté de la pièce, ainsi qu'une série de seringues. Ensuite, il était prêt à travailler. Le cauchemar du sujet de test était loin d'être terminé. Le dentiste a relevé le fauteuil opératoire et a inséré un écarteur de Jennings dans la bouche du sujet pour la maintenir ouverte. Ce qui s'est passé ensuite aurait pu sembler un simple nettoyage dentaire, sans les circonstances particulières. Le dentiste a utilisé un miroir et divers instruments pour examiner et gratter les dents restantes, comme pour vérifier la plaque et le tartre. Cependant, la suite des événements est devenue plus macabre. Il a remplacé les instruments par une fraise dentaire et a creusé dans les gencives et l'intérieur des joues du sujet. La fraise a été utilisée dans la bouche du sujet pendant une durée de 15 minutes. Si vous craignez un manque d'anesthésie pendant ces procédures, sachez que divers anesthésiques de haute qualité ont été utilisés. Cependant, ils ont été injectés au mauvais endroit ou à des dosages insuffisants pour réduire adéquatement la douleur du sujet. Malheureusement, il était pleinement conscient de chaque sensation atroce. Après 2 heures, le dentiste déclara joyeusement « Nous avons presque fini le nettoyage. Vous vous en sortez très bien. Je savais que vous seriez moins irritable après le début de mon travail. Pas d'inquiétude, il me reste une dernière chose à faire. Avant cela, je dois déplacer votre caméra. Je ne peux pas laisser cela être enregistré, vous comprenez? » Il a tourné la caméra de façon à ce que l'objectif soit dirigé vers le mur, empêchant ainsi toute image de ce qui allait se passer d'être enregistrée. C'est particulièrement regrettable, étant donné que c'est à ce moment de la procédure que les capacités anormales du dentiste se sont manifestées. La nature de ces capacités reste malheureusement inconnue. Le microphone n'a capté que des gémissements de douleur et des craquements, les nouvelles dents du sujet s'entassant dans sa gencive. Après 20 minutes, la procédure était terminée et le dentiste a remis au sujet un sac rempli de divers articles de soins bucco-dentaires. Finalement, le sujet a pu quitter le bâtiment. En sortant, il était pâle, tremblant, avec du sang sur sa chemise. Et dans un cas extrême d'hyperdontie, il y avait tellement de dents dans la bouche du sujet qu'il était incapable de parler de façon cohérente.
Il a ensuite été amené à l'infirmerie du site 334 où son hyperdontie a été traitée et il a été débriefé. Après le traitement, il a reçu des amnésiques et a été relâché. À ce stade, toute expérimentation supplémentaire avec SCP-5150 a été suspendue en attendant la décision du comité d'éthique. Aucun suivi n'a été effectué avec le sujet de test. Néanmoins, je serais personnellement curieux de savoir si son épreuve lui a laissé une phobie du dentiste pour le reste de sa vie. Même après l'administration d'amnésiques, je ne pense certainement pas que je serai jamais le même à nouveau. SCP-5150 a été placé en confinement dans le site provisoire 334. Une campagne de désinformation et une couverture ont été lancées pour ce site provisoire lié à la société fictive Ops Railroad. Ceci avait pour but de dissimuler SCP-5150 et tout média qui y est lié, y compris les affiches publicitaires, les articles de journaux et les publications sur les réseaux sociaux. En cas d'accès non autorisé à SCP-5150, tout le personnel devait être détenu et immédiatement transféré à l'infirmerie du site. En sortant du bâtiment, les dents en trop étaient retirées et stockées sur place, puis le personnel était évalué avant de recevoir des amnésiques de classe C. Tout le personnel sur site ayant interagi avec SCP-5150 de manière approuvée devait porter en permanence une barre chocolatée contenant au minimum 35 grammes de sucre. Vous vous demandez sans doute pourquoi ces procédures de confinement sont au passé. Eh bien, il y a une raison à ce choix. Les procédures de confinement actuelles ne sont plus à jour, car l'anomalie n'est plus correctement confinée. Depuis le 1er août 2023, le bâtiment, initialement désigné sous le nom de SCP-5150, est totalement dépourvu d'entités anormales ou d'activités paranormales. On ignore comment ou pourquoi ce changement a eu lieu, mais il semble que l'anomalie se soit déplacée plutôt qu'elle n'ait disparu. Le 22 septembre 2023, des affiches faisant la promotion du cabinet dentaire d'un certain Dr. John Hendricks ont été signalées près de la ville de Greenwood, dans l'Indiana. Tout le personnel affecté au site provisoire 334 a reçu une nouvelle directive, relocaliser et recontenir SCP-5150 où qu'il ait migré. La santé dentaire de personnes innocentes en dépend. Prenez soin de vos dents, brossez-les, utilisez du fil dentaire chaque jour et assistez à vos contrôles réguliers. Et bien sûr, comptez toujours vos dents avant et après un rendez-vous, juste au cas où. Un homme ouvre la bouche pour mordre dans un hot-dog et se fige soudainement, les yeux écarquillés, et le hot-dog tombe de sa main, s'écrasant au sol. Devant lui, une foule affolée court dans sa direction, hurlant et appelant à l'aide. Derrière eux, un homme marche à un rythme ordinaire, décontracté, mais quelque chose ne va pas. Ses yeux ont un regard vitreux, perdu, et il continue de fourrer des objets au hasard dans sa bouche grande ouverte, les avalant. Il mange un clipboard et un stylo, une chaussure abandonnée. Et alors que le premier homme regarde avec horreur, l'homme affamé attrape la cheville d'un membre de la foule tombé au sol et le tire dans sa bouche, le dévorant. Le premier homme se retourne pour fuir pour sa vie, mais il est renversé au sol par le reste de la foule qui tente de s'échapper. Il lutte pour se relever et une main se tend pour saisir la sienne. Lorsqu'il parvient à se relever, il lève les yeux et voit l'homme affamé l'attirer vers lui, la bouche grande ouverte. Le ciel est d'un bleu parfait, sans nuages. L'air est réchauffé par un soleil ininterrompu, mais rafraîchi à la température idéale par une brise légère. Il y a une sensation d'électricité, d'excitation et de compétition dans l'air. Des foules se sont réunies dans une arène improvisée, assises sur des chaises en plastique et rassemblées autour des stands, les yeux fixés sur le centre. Pourquoi sont-ils ici? Pour une sorte de Jeux olympiques, un tournoi de baseball, une course de chevaux? Non, c'est plus grand. Quelque chose de météorique. C'est le concours annuel de mangeurs de hot-dog de la mi-été, où habitants et touristes se réunissent pour voir qui en mange le plus, porc ou bœuf, hot-dog et pains engloutis. Devant une foule en délire, l'annonceur s'avance vers le devant de l'arène, se tenant les bras écartés devant la longue table derrière lui. Il annonce les noms des concurrents qui entrent tour à tour et prennent place derrière la table. Il y a le champion de l'année précédente, un homme costaud à la barbe touffue et aux yeux pétillants, et il y a le concurrent surprise de cette année, un étudiant mince de 19 ans avec un sourire affamé. Il y a aussi des concurrents moins connus, comme un père du coin inscrit après avoir plaisanté avec sa fille, ou un oncle ayant griffonné son nom sur la feuille. Après quelques verres de trop, un homme récemment retraité qui coche un autre élément sur la liste de choses à faire de ces années dorées. Tous sont venus à l'événement aujourd'hui le cœur plein et l'estomac vide, prêts à voir qui sera le vainqueur de l'année. Le présentateur motive la foule et l'incite à applaudir au maximum pour soutenir leur candidat préféré.
Le personnel apporte des plateaux débordants de hot dogs, bien plus que la plupart n'en voient en un an, sauf pour les vrais amateurs. Chaque concurrent reçoit un plateau de hot dog, un seau d'eau et un seau vide supplémentaire au cas où, enfin, vous voyez l'idée. Tout le matériel et les concurrents étant prêts, le compte à rebours peut commencer. Le présentateur brandit son klaxon préféré et annonce 3, 2, 1, 8. Au son du klaxon, les hommes se lancent dans l'action, saisissant des hot dogs sur les assiettes et chacun utilise sa propre technique de compétition de mangeur. Le champion de l'année précédente utilise la méthode du célèbre mangeur de hot dog Joey Chestnut, trempant tout son hot dog dans l'eau de façon désordonnée, puis l'avalant aussi vite que possible. Le nouveau challenger, quant à lui, utilise la méthode Salomon, nommée d'après le roi Salomon, tout comme le roi légendaire l'a suggéré avec un nourrisson volé. Les mangeurs, utilisant la méthode Salomon, divisent leur festin en deux avant de le terminer. L'un des concurrents les plus décontractés tente une technique de division, mangeant d'abord le chien lui-même, puis le pain. D'autres ne suivent aucune technique, tentant simplement de manger la pile de hot dog devant eux, comme lors d'un barbecue familial. C'est une grave erreur. Un à un, les concurrents moins préparés abandonnent, crachant dans leur seau, essuyant la sueur de viande, quittant l'arène en se dandinant et tenant leur ventre douloureux. Bientôt, il ne reste plus que les deux favoris. Mais que se passe-t-il ? Un challenger arrive, un homme noir discret, en chemise et pantalon de costume, entre dans l'arène, le visage déterminé. Il attrape les hot dogs laissés sur la table et les avale aussi vite que possible. Le commentateur et le reste du public regardent, stupéfaits et incrédules. C'est sans précédent, et aussi excitant que cela puisse être, c'est clairement contre les règles. Cet homme n'est pas inscrit et ne peut pas rejoindre le concours en finale. Ne sachant que faire, le commentateur fait signe au personnel de revenir débarrasser la nourriture et d'escorter l'invité surprise hors de l'arène. Le public observe attentivement pendant que le personnel tente de retirer l'inconnu de la table. Il secoue violemment la tête, refuse de partir et arrache les hot dogs des mains du personnel, même quand ils veulent être débarrassés. Pendant ce temps, les concurrents restants tentent de tenir bon et de finir en force. Malgré l'interruption, le nouvel homme, plus jeune, s'effondre, s'affalant sur la table dans une stupeur provoquée par les hot dogs. Il a abandonné. Le vainqueur est le champion de l'année précédente, avec un total impressionnant de 38 hot dogs. 4 membres du personnel évacuent l'inconnu de l'arène, tandis que le champion s'avance pour recevoir son trophée. La foule rugit alors qu'il lève les bras, souriant jusqu'aux oreilles et savourant une nouvelle victoire. L'annonceur aperçoit encore du coin de l'œil le personnel qui lutte avec l'inconnu. Mais cette foule veut voir son champion couronné et le spectacle doit continuer. Alors, il attrape l'écharpe du roi du hot dog, la couronne faite d'or, enfin de hot dog dorés à l'or fin et même l'immense trophée en or. Il couronne le vainqueur, place l'écharpe sur ses épaules. Alors que la musique enfle triomphalement avec la fanfare du lycée, le présentateur brandit le trophée sous la lumière scintillante du soleil. Il représente tant de choses, la réussite, la célébration, la capacité de manger autant de viande sans tomber malade, et maintenant, il est temps de le remettre à l'homme qui l'a mérité. Le présentateur tend les bras, remettant le trophée au vainqueur du concours, quand tout à coup, une autre main saisit la poignée et l'arrache des mains du présentateur. L'inconnu est revenu, ayant échappé aux agents de sécurité qui l'avaient expulsé, et a pris le trophée pour lui. Mais il ne veut pas seulement devenir roi du hot dog. Ce n'est pas un simple coup d'état du hot dog. Il soulève le trophée au-dessus de sa tête, ouvre la bouche aussi grand qu'il le peut et déchire le métal en deux dans un bruit horrible de grincement, enfonçant les morceaux dans sa bouche, mâchant et avalant. Le temps que le présentateur et le champion se remettent suffisamment de leur choc pour bouger à nouveau, le trophée a complètement disparu, englouti dans le ventre de l'inconnu. Après une journée d'exploits de festin apparemment impossible, la vue de cet homme étrange, consommant un repas vraiment impossible de métal, est tout simplement trop pour la foule déjà anxieuse. L'arène sombre dans un chaos total, alors que les gens quittent leur siège en masse, fuyant les lieux. Le champion, cependant, ne tourne pas les talons et ne s'enfuit pas. Il se sent privé de sa victoire. Même si cela s'est produit de manière totalement étrange, il ne tolérera pas ce genre d'irrespect. Il s'est entraîné toute l'année pour ce moment, mais voit son trophée dévoré devant lui. Il s'approche de l'étranger, le pousse au torse et exige de savoir qui il est. Qui lui permet de s'incruster au concours de mangeurs de hot dog, d'interrompre la cérémonie et de voler la vedette en dévorant le trophée. L'homme ne répond pas, alors le champion poursuit ses reproches en agitant son doigt devant lui. Les yeux de l'étranger suivent le doigt,
et lentement, il ouvre la bouche. Il y a un bruit de morsure soudain, et le champion hurle, tenant sa main contre sa poitrine, utilisant sa chemise pour arrêter le saignement. Il se tourne pour s'enfuir avec le reste de la foule, mais il est trop tard. La main de l'étranger se referme sur son épaule, le maintenant en place avec une force surprenante. Avant que sa vie ne s'éteigne, il ne voit que la bouche grande ouverte de l'étranger. Puis tout devient noir, avec un autre bruit de morsure écœurant. La terreur de la foule atteint son paroxysme devant cette scène horrible. Ils se piétinent les uns les autres en essayant de fuir la zone, bousculant aussi bien des inconnus que des proches. Tout cela dans l'espoir d'échapper à cet omnivore mystérieux qui ne fait aucune distinction, avec un appétit pour bien plus que de simples hot dogs. Certains parviennent à s'échapper, courant assez loin de l'arène pour pouvoir reprendre leur souffle et jeter un regard en arrière vers ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ceux qui ont trébuché et sont tombés dans la folie, qui se sont fait couper le souffle par un coup de coude dans le ventre d'un de leurs voisins, ceux qui ont les chevilles fragiles ou qui n'avaient pas assez bien noué leurs lacets. Toutes ces pauvres âmes malchanceuses sont les prochaines au menu de l'étranger qui les dévore une par une, s'arrêtant rarement même pour mâcher. Alors qu'une femme survivante, observant de loin, sort son téléphone pour appeler le 911, elle ne peut pas s'échapper. Remarquant les parallèles avec le concours, l'étranger mange avec une concentration totale sur la quantité, sans pause, pour apprécier le repas. Mais il n'y a ni sadisme ni malveillance dans l'acte, seulement une volonté pure et indéniable de continuer à manger. L'appel de la femme à la police reste l'un des moments les plus étranges de sa vie et déroute totalement le commissariat local. « Madame, calmez-vous » répète un agent. « Que voulez-vous dire? Un homme mange des gens ?»« Je veux dire ce que j'ai dit » cria-t-elle. « Un homme est venu au concours de hot dog et a mangé des gens. S'il vous plaît, faites quelque chose. »« Je crois que cela nous dépasse, mademoiselle, » dit un autre agent. « Vous pensez qu'on devrait appeler, vous savez ?» Le premier agent laisse sa phrase en suspens, poussant la femme à demander qui, mais la ligne coupe avant qu'elle puisse poursuivre. La police n'est clairement d'aucune aide, et elle n'a pas l'intention de rester pour découvrir à quel point l'appétit de cet inconnu est grand. Elle a essayé de sauver les autres, mais maintenant elle doit se sauver elle-même. Elle court jusqu'à chez elle sans jeter un seul regard en arrière. La police locale a passé l'appel mystérieux et une équipe mobile de la fondation SCP se rend sur place. Lorsqu'ils arrivent, le parc est désert. Il ne reste que l'herbe tachée de sang et l'arène abandonnée pour suggérer que quelque chose d'horrible s'est produit ici. Mais il ne s'agit pas de policiers locaux maladroits face à une anomalie dangereuse. Cette équipe a vu assez de bizarreries pour remplir plusieurs vies. Après cela, ils aperçoivent une traînée d'empreintes rouges et collantes qui s'éloignent de l'arène. Au début, ils pensent qu'il s'agit de sang, mais un examen plus attentif révèle qu'il s'agit en réalité de ketchup. Ils suivent les empreintes savoureuses loin de la scène des événements peu ragoûtants de la journée, jusqu'à un entrepôt voisin. Vu les poutres éparpillées, le métal grinçant et les fenêtres condamnées, cet endroit semble abandonné depuis longtemps. L'endroit parfait pour qu'une anomalie se cache. Si un doute subsistait, le bruit de quelqu'un mordant des plaques de métal à l'intérieur confirme que c'est le bon endroit. Sans attendre, ils enfoncent la porte de l'entrepôt, armes sorties, puis suivent le bruit de mastication en se séparant pour appréhender le sujet. De toutes les directions possibles, le cri du métal déchiré résonne dans le bâtiment, rebondissant sur les murs et créant une cacophonie difficile à localiser. Ils font de leur mieux pour suivre le bruit, mais bifurquent rapidement dans des directions différentes afin de couvrir le plus de terrain possible. Un agent interpelle l'étranger alors qu'il va prendre un autre morceau de métal. Il regarde l'homme prendre une énorme bouchée d'acier, une bouchée qui aurait dû lui briser les dents et la mâchoire. À la place, une morsure caricaturale apparaît sur le métal. Il s'approche de l'étranger qui, en croisant son regard, commence à secouer la tête tout en mâchant. L'opérateur de la FIM ignore ce signe et tente de maîtriser physiquement l'homme en s'approchant. Comme lors de la précédente confrontation avec le champion, une bouchée fatidique interrompt tout et les cris de l'opérateur résonnent dans l'entrepôt, alertant ses coéquipiers de son sort. Les cris s'arrêtent soudainement et un autre opérateur de la FIM s'immobilise, à l'écoute. Alors que le bruit de mastication se rapproche de plus en plus, il se retourne brusquement pour faire face à la présence derrière lui et aperçoit l'étranger qui se tient là. Cet homme apparemment ordinaire finit de polir une poutre en acier, grimaçant en l'avalant. L'agent lève son arme et la pointe vers le sujet. L'agent lui ordonne de se calmer et de venir discrètement. L'homme affamé supplie, les yeux écarquillés, l'agent de faire demi-tour et de fuir tant qu'il le peut encore. Il avance à petits pas hésitants vers l'agent, marmonnant qu'il ne peut pas s'arrêter. L'agent brandit à nouveau son arme, aboyant un nouvel ordre pour que l'homme s'arrête avant qu'il ne fasse un autre geste. L'étranger lui arrache l'arme des mains, ouvre la bouche et l'avale. Il grimace,
mais ne s'arrête qu'une fois l'arme complètement avalée. Soudain, il laisse échapper un gros rot, fléchit les genoux et s'effondre. Il se frotte le ventre, s'essuie le front et soupire profondément. « Je suis vraiment désolé pour ça. J'avais tellement faim, je n'ai pas pu m'en empêcher. » L'homme secoue la tête avec tristesse. « J'espère que tu trouveras une nouvelle arme, et je suis désolé pour ton ami. Tu as dit que tu ne pouvais pas t'en empêcher, alors pourquoi t'être arrêté ?» L'étranger hausse les épaules, soupire à nouveau et dit simplement « Eh bien, parce que j'étais rassasié. » Après persuasion et un test montrant que la force et la morsure du sujet sont revenues à la normale, la force d'intervention accepte sa détention par la Fondation. Indemne mais maîtrisé, ils montent tous dans une célèbre camionnette banalisée de la Fondation SCP et se dirigent vers le site le plus proche. Environ 1 heure après le début du trajet, le sujet commence à se plaindre de son estomac qui gargouille, demandant s'il pourrait éventuellement s'arrêter quelque part pour manger un morceau. Cela va normalement contre le protocole, mais après l'incident avec leur coéquipier, la force d'intervention ne prend plus de risques. Arrêt au drive d'un fast-food, le sujet commande ce qu'il souhaite, noté comme dépenses professionnelles plus tard. 5 hamburgers, frites, tacos, tartes, coca, 10 croquettes, 10 tenders, 5 milkshakes, pancakes, jalapeno poppers et pommes de terre au four. Plus tard, l'équipe d'intervention a réussi à atteindre le site de la Fondation avec leur nouveau sujet, SCP-913. SCP-913. Il semble être un homme afro-américain moyen d'âge mûr. Bien que son apparence soit complètement ordinaire, son métabolisme est anormalement rapide. Il a besoin de l'apport calorique quotidien recommandé pour un humain moyen toutes les 2 heures et a une température interne anormalement élevée, bien que la valeur exacte soit censurée dans son dossier. S'il ne satisfait pas à son besoin calorique pour une période de 2 heures, il entre dans un état de transe où il est incapable de se contrôler. Dans cet état, il décomposera et ingérera toute matière solide visible, y compris des éléments normalement non digestibles comme le bois, le plastique et le métal. Dans cet état, son appétit ne fait pas de distinction entre les sujets vivants et non vivants. Dans cet état de faim incontrôlable, il reste conscient de ses actes, mais ne peut arrêter, même en mangeant des matériaux denses qui lui causent un grand inconfort. Si cet état survient pendant que le sujet dort, il sera forcé de se réveiller. En plus de son appétit anormal, SCP-913 peut déchirer des objets avec une force estimée à 3000 newtons et peut mordre des objets avec une force estimée à 5000 newtons lorsqu'il les mange. Hors de sa transe, il ne peut pas retrouver cette force. L'examen du tissu hépatique de SCP-913 révèle qu'il peut produire de nouvelles enzymes face à des matières étrangères, permettant de digérer des substances normalement très dangereuses. Ces enzymes métabolisent le substrat avec une efficacité d'environ 98%, détoxifiant ainsi toute drogue ou toxine consommée par le sujet pendant l'état de faim ou autrement. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les amnésiques et les anesthésiques. Lorsque SCP-913 a été découvert pour la première fois, il portait une chemise et un pantalon de costume, tous deux avec la marque Doctor's Orders, cousus sur leurs étiquettes. SCP-913 n'a pas de tatouage, à l'exception d'un sur son mollet droit, où il est écrit « Monsieur affamé, des petits messieurs par Dr. Wondertainment ». Les petits messieurs sont des anomalies humanoïdes créées par la mystérieuse société Dr. Wondertainment, comme Monsieur Poisson à tête de poisson, Mademoiselle Sucrée recouverte de bonbons, ainsi que Monsieur Vie et Monsieur Mort, aussi troublant que son nom l'indique. Le but de ces créations reste inconnu, mais comme de nombreux produits du Dr. Wondertainment, leur existence suscite de nombreuses spéculations. SCP-913 doit être confiné dans une cellule humanoïde spéciale, avec une doublure en acier au carbone d'1 mètre d'épaisseur. 913 doit recevoir un mobilier standard pour sa cellule, correspondant aux besoins habituels d'une habitation humanoïde confortable. Il peut recevoir des supports de divertissement préenregistrés comme concerts, films et émissions TV. Sur demande, la cellule peut être accessible par une porte en acier au carbone renforcée une fois toutes les 2 heures. SCP-913 reçoit un complément nutritionnel, comme spécifié dans le document 913-2. J'ai cherché une copie du 913-2 pour en savoir plus sur le complément nutritionnel mentionné, mais l'accès paraît réservé aux chercheurs. Attribuée à SCP-913 pendant que le sujet dort, la nutrition est administrée à SCP-913 par un cathéter veineux central qui doit être changé tous les 3 mois. Ces mesures permettent à SCP-913 de recevoir les calories dont il a besoin pour éviter d'entrer dans un état de faim, assurant ainsi la sécurité de tous sur le site, ainsi que son propre confort. Comme le reste des petits messieurs, SCP-913 représente une énigme qui ne sera peut-être jamais résolue.
Je pourrais passer le temps qu'il me reste à me demander pourquoi le Dr. Wondertainment aurait créé un être qui semble n'avoir d'autre but que de manger sans limite, au risque de détruire son environnement. Je pense que ce serait une perte de temps. Pourquoi le Dr. Wondertainment agit-il ainsi? Pourquoi créer une femme transformant des hommes en soldats sucrés ou un homme ordinaire à tête de poisson avec un haut de forme et un accent de Boston? Les motivations du Dr. Wondertainment, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un conglomérat, me sont aussi impénétrables que le sens de la vie, ou les raisons de manger plus de 2 hot dogs à la fois. Rejoignez le Patreon du Dr. Bob et devenez chercheur junior. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr. Bob, par exemple les animaux personnalisés du Dr. Wondertainment.